3, 2, 1, j'y vais, je fais et là, qui passe? Jennifer Lopez. Cette semaine sur InPower, j'accueille Mathieu Forget, danseur, performeur et photographe. Pourtant, si j'avais interviewé Mathieu il y a 10 ans, tout laissait à croire qu'il allait devenir joueur de tennis professionnel et suivre les traces de son père, ancien champion français. Et là, je suis passé de 3 heures par semaine à 4 heures par jour de tennis. Dans l'espoir de me dire, je vais avoir un très bon niveau pour être accepté dans une université américaine. Mais Mathieu décide d'écouter le rêve qui le porte, celui de découvrir le monde du show business américain et de poursuivre sa passion nouvelle pour la danse. Quand je perdais, j'étais vraiment down. Et dès que je perdais, je me disais, bon, pas grave, je vais aller danser, je vais aller faire du cinéma, je vais aller faire d'autres choses à droite et à gauche. Comment se faire une place là où on ne nous attend pas? Tout est possible à un moment donné, c'est comment t'arrives à le réaliser. Et ça, c'est à toi de te débrouiller pour le faire. Comment dépasser les échecs et développer sa résilience? Tu t'es dit direct, ça je peux y passer tout mon temps. Qu'est-ce qu'un mental de champion? C'est tout ce que nous partage Mathieu dans cet épisode d'InPower. Ça fait 10 ans que je me jette sur du béton et que je me relève, et je continue à le faire. Et des fois, je me suis éclaté les poignets. Mais à un moment, t'en as pas marre? Si cet épisode vous plaît, pensez à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne prend que quelques secondes et ça vous permet de recevoir les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathieu Forget. Bonjour Mathieu. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super. Ça me fait rire parce que tu sais qu'en plus c'était pas voulu que je te reçoive. Alors vos épisodes sortiront pas en même temps, mais pour celles et ceux... Alors je crois que tu sors en premier parce que j'avais prévu ça dans ma sheet. Mais donc pour celles et ceux qui nous écoutent, j'ai tourné aussi avec la copine de Mathieu, Victoria, il y a 2 jours. Donc en fait c'est marrant, je vous ai coup sur coup. Donc j'ai pas envie de comparer parce qu'en plus vous avez 2 histoires très différentes. Mais déjà je trouve ça hyper chouette que vous soyez ensemble et danseurs ensemble. Et voilà, tu vas nous raconter comment tout ça s'est fait, mais avant de rentrer dans le dur, parce qu'on va parler de danse, on va parler de business, on va parler de vivre à l'étranger, on va parler de tout ça. Pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Super. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Forget, alias Forget Matt. C'est mon nom d'artiste. C'est un peu difficile d'expliquer ce que je fais, mais en gros, maintenant que ça fait 2 ans que je suis en France, je suis... danseur, photographe et performeur. Et d'une autre manière, on peut dire un artiste entrepreneur aussi. Ok. Voilà. Ah oui, donc tu vois, c'est pas si difficile finalement. Ouais, j'aime bien artiste entrepreneur. Ouais, il y a un côté, c'est un peu des deux. Hein. Je pense qu'on est tous d'une certaine manière. On est tous. Mais surtout que c'est quand même 2 termes qu'on a eu tendance historiquement à opposer. Tu vois, c'est pas 2 mots qui vont ensemble de manière évidente, je trouve. Ouais. Généralement, soit t'es artiste et t'es un peu dans ta bulle et t'es dans ta création. Soit les entrepreneurs, c'est des mecs qui sont dans l'opérationnel, qui sont très terre à terre, qui avancent. Et c'est en fait, j'ai l'impression depuis qu'il y a les réseaux sociaux qu'on a tendance à lier les deux parce que les artistes sont amenés à entreprendre en fait. Tout à fait. Non, et puis je pense que aussi la génération dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie qui nous entoure, je trouve qu'on est les artistes ont été forcés à savoir faire leur propre marketing, à savoir parler d'eux-mêmes, à savoir se vendre, alors que je pense qu'il y a quelques années, c'était vraiment un peu plus dans des cases. Aujourd'hui, tout se mélange et des rôles hybrides ont un peu explosé, se sont créés. Et ça a permis d'avoir de super opportunités pour plein de différentes personnes, quoi. Dont moi. Dont toi. T'es né en quelle année, toi, Mathieu? Je suis né en 1989. Okay. Je suis né à Neuilly-sur-Seine. J'ai grandi un petit peu... En fait, j'ai un papa qui était joueur de tennis, un papa assez connu que vous allez sûrement connaître, qui s'appelle Guy Forget. Et jusqu'à mes 6 ans, en fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde avec lui. Donc jusqu'à mes 6 ans, je sais pas trop où j'habitais. On était un peu à Neuchâtel en Suisse, mais honnêtement, quand j'étais petit, je disais que je vivais dans l'avion. Ça, c'était assez drôle. Ouais. Et après, j'ai grandi à Genève. On s'est installé en Suisse. Et l'été, on était à Biarritz. Et après, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et comment ça se fait je me rends pas compte de la vie des joueurs de tennis. Je pensais que, tu vois, autant les pilotes de Formule 1, je me rends compte qu'ils ont des grands prix toutes les semaines aux 4 coins du monde. Autant le tennis a pas... Enfin, pour moi, il y avait le rythme était un peu structuré autour des... Je crois qu'il y en a 4 grandes... ouais, t'as les 4 grands chelems. Voilà, 4 grands chelems. Exact. Wimbledon, attends, on va voir si je les connais. Wimbledon, Roland Garros, l'US Open et l'Open d'Australie. Exactement. Merci. Bravo, voilà, bravo. j'ai un père qui est fan de tennis. Mais voilà, ça m'étonne que...
Enfin, par exemple, Yannick Noah, je pensais qu'il était toujours resté en France. Et que juste, il bougeait pour les compètes, quoi. Oui, alors après, je pense que tous les joueurs de tennis, c'est un milieu très atypique. En fait, t'as un circuit toute l'année où tu vas jouer sur les 4 continents un peu partout dans le monde. Je crois que ça commence, je me trompe, je crois que ça commence en Australie et puis après, ça finit, je crois, en Chine. Enfin, ça dépend à chaque fois. Là, je vais me tromper, les joueurs de tennis vont me dire, oulala, le mec, c'est pas grave, ne sait ce plus. n'est pas toi, toi tu es danseur. Mais en fait, ouais, t'as vraiment ces 4 grands tournois, donc les 4 grands chelems qui sont les plus importants. C'est un peu comme les petites coupes du monde, tu vois, chaque année. Et en fait, les joueurs se disputent tout au long de l'année plusieurs tournois dans le but de remporter ces 4 grands chelems. Et juste en dessous, t'as des tournois tout aussi prestigieux, tout aussi important mais un petit peu moins prestigieux, et après tu as des tournois encore plus petits, et en fait quand tu es pro, l'idéal c'est que tu veux faire tous les grands tournois de l'année, et voilà, tu voyages, tu vas en Australie, tu vas en France, tu vas aux États-Unis, et tu essaies de gagner le plus de points possible. Après tu es basé quelque part, donc chaque joueur de tennis, en ce moment tu as beaucoup de joueurs de tennis qui s'installent à Monaco, qui s'installent à Dubaï, qui s'installent un peu partout dans les là où endroits. on paye moins d'impôts. Là on paye moins d'impôts parce que en fait ils doivent payer des impôts d'une certaine manière partout où ils vont jouer, donc ils essaient de trouver une base un petit peu, et toutes les 2 semaines ils sont en déplacement. C'est vraiment un truc, après si tu perds, tu reviens plus vite chez toi, mais généralement quand tu pars en Australie, avant l'Open Australie, il va y avoir 2-3 tournois de préparation pour préparer celui-ci, et puis chaque tournoi dans le monde entier ont différents types de surfaces aussi. Donc quand tu vas en Australie, tu vas jouer sur du dur. Quand après tu arrives la période d'été, quand tu vas en Angleterre, c'est tout sur gazon. Donc il y a aussi un petit peu un temps d'adaptation. Les joueurs de tennis vont venir un petit peu en amont se préparer pour après idéalement gagner Wimbledon, qui est le dernier en gros tournoi de la saison sur le gazon. Puis après la saison sur la terre battue, dont Roland Garros, et après tu repars aux États-Unis, et là c'est la saison sur dur. Ok. Et donc toi t'as vécu tout ça. T'avais quel âge quand tu... moi, jusqu'à quel âge en fait, parce que... Jusqu'à mes 6 ans, je suis rentré à l'école quand j'avais 6 ans. Ouais. Et là il y a besoin de plus de stabilité. Ouais, après j'aurais pu avant aussi, c'était un choix je pense de mes parents de me prendre partout avec eux. Et puis pour moi je trouve que ça a été génial parce que ça m'a appris énormément de choses sans le savoir. T'imagines, j'ai voyagé dans le monde jusqu'à mes 6 ans. Je crois même que j'ai vu un kangourou avant un lapin, tu vois, pour te dire, c'est quand même assez fou. Et je pense que c'est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles je suis aussi passionné par le voyage, par les couleurs, par l'architecture, les cultures, parce que déjà petit, j'ai été baigné dans ce milieu. T'as été sensibilisé à ça, ouais. Exact. T'étais fils unique ? Non, j'ai un petit frère. Un petit frère qui est né 6 ans après. Quand en fait on s'est posé, ma mère a eu mon petit frère. D'accord. Donc avant, je pense c'est même plus simple quand t'as un enfant de prendre un petit peu partout avec toi. Oui. Et puis après, quand j'ai commencé l'école, il fallait un petit peu plus de stabilité. Mon père, moi, a continué un petit peu à jouer et il s'est arrêté un peu après, je crois. Je pourrais plus vraiment te dire. Je sais pas si c'est en 95, 96. Je sais que son moment où il a été au meilleur, c'était en 91. C'est l'année où il gagne la Coupe Davis, tu vois. C'est entre autres ces moments historiques français pour lesquels il est très connu. Et moi, j'avais 2 ans à cette époque. Tu vois. Et puis après. Il a été. C'était quoi son meilleur classement ? Alors mon père, il a été numéro 4 en simple et numéro 1 en double. D'accord. Ouais, ça fait partie des plus grands joueurs français, mais à l'inverse de Yannick Noah, comme tu le disais avant, il n'a jamais gagné Grand Chelem. Donc l'année où il a été 4e mondial, je crois qu'il gagne Bercy, il gagne la Coupe Davis, où il bat Pete Sampras, qui était un des meilleurs joueurs au monde, et je crois qu'il avait fait quart de finale peut-être à Wimbledon. Faudra revoir les stats exactes, mais il y a quelque chose comme ça. Il avait fait une très très bonne année, mais voilà, malheureusement, il n'a jamais réussi à toper un très très grand tournoi, comme l'a fait potentiellement Yannick. Et je crois qu'Yannick a été 3e mondial. Et ça, est-ce que tu sais comment il le vit ? Parce qu'en fait, moi, ça me fascine toujours un peu l'échelle de l'insatisfaction qui s'adapte juste à ce qu'on connaît. Ce que je veux dire, c'est que t'as énormément de personnes qui rêveraient d'être joueurs de tennis professionnels et qui imaginent que ça suffirait à leur bonheur. Mais en fait, quand t'es joueur professionnel, si ça se trouve, en fait, lui, le fait de ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, c'est genre un échec qui porte encore aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est que du coup, qu'il n'est pas forcément accompli ou épanoui parce que, en fait, tu t'adaptes un peu toujours à la barre que tu franchis, quoi. Ouais, je pense que tu devrais inviter des anciens joueurs. Tu devrais leur demander, totalement, c'est vrai. Je me suis dit ça quand Tsonga, je crois que c'est Tsonga qui a arrêté cette année. J'étais à son dernier match et c'était très émouvant. En effet, t'as raison. T'as raison, faudrait que je leur demande. Parce que moi, c'est tellement externe, je pourrais pas forcément dire, mais je pense que tous les athlètes ou tous les gens qui ont une carrière avec du succès doivent un peu vivre la même chose. Je pense qu'il y a toujours cette reconversion, mais autant que tu sois artiste, que tu sois architecte, que tu sois chef, il y a toujours un moment donné où il y a combien d'histoires de gens qui veulent être
travaillent dans la finance ou qui veulent être médecins, qui finalement se disent je lâche tout pour être artiste ou pour être écrivain. Il y a des belles histoires comme ça. Donc, oui, mais il y a reconversion et il y a sentiment d'inachevé. Par exemple, Federer qui a aussi arrêté récemment, je pense que, bon, lui, a priori, il n'a pas sentiment d'inachevé. Enfin, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et encore, tu vois, ça se trouve... en fait, c'est juste plus cette quête du toujours plus qui je me demande quand t'es athlète de haut niveau, et en soi... T'es un peu aussi t'es un sportif de haut niveau, enfin t'es un danseur pro, tu vois. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Est-ce que quand t'as atteint des objectifs que tu t'étais fixés, une fois que tu les as atteints, en fait, t'es juste en train de regarder la suite et tu te reposes pas trop sur ce que tu as accompli, quoi. Mais ça, je pense, c'est le problème éternel humain. Je pense qu'on veut ce qu'on n'a pas, donc à un moment donné, on se donne des objectifs, ça nous permet de nous pousser et de vraiment chercher des choses en nous qu'on ne connaissait peut-être pas. Et une fois qu'on les atteint, on se dit en fait c'est ça. Tu vois, mais je pense que c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour le nombre de followers, c'est pareil pour plein de choses. Tu te donnes des objectifs, puis une fois que tu les as, des fois tu réalises que quelle est la suite? Ça changeait pas tant que et ça. je pense le plus dur, c'est de réussir, qu'importe le succès qu'on a, c'est de temps en temps prendre du recul et se dire chill, relax, te prends pas trop la tête, t'as quand même fait ça. Et je trouve aujourd'hui, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible, de plus en plus, c'est le fait de partager ton histoire et ton vécu avec d'autres gens, faire des podcasts, tu vois, où moi j'essaie d'aller dans des écoles maintenant, parler des étudiants. C'est pouvoir expliquer voilà tout ce que j'ai fait, et quand tu te poses et que tu dois montrer, tout d'un coup c'est à ce moment-là que tu prends vraiment connaissance. C'est vrai. J'ai quand même fait des trucs qui sont pas mal. Alors comparé à quelqu'un d'autre c'est peut-être petit, mais comparé à d'autres c'est aussi énorme, tu vois. Donc ça permet de relativiser plein de choses, je trouve. Ouais, totalement. Donc du coup à 6 ans vous vous installez en Suisse, c'est ça, si j'ai bien compris, à Neuchâtel. En fait on était à Neuchâtel je crois au début, et à 6 ans à Genève. À Genève. Et du coup tu fais toute ta scolarité là-bas? Je fais toute ma scolarité là-bas. Le système suisse est vachement cool. J'avais la chance d'être dans une école privée, et en fait moi j'ai fait de mon CP jusqu'à ma terminale dans la même école, et c'était une école, ça s'appelle le Collège du Léman, où tu as autant les sections américaines, section française et section suisse, puisque tu sais en Suisse on a un système scolaire qui est un peu différent. Tu peux faire le bac, mais tu as aussi un truc qui s'appelle la maturité, et c'est le bac version suisse qui a, j'aime pas dire plus dur, mais un peu, parce que déjà la moyenne, t'es noté sur 6. Donc ta moyenne est de 4 sur 6, c'est pas 3 sur 6, c'est pas comme un 10 sur 20, donc c'est comme si ta moyenne était direct à 13,5 sur 20. Et puis après, c'est un petit peu différent, tu choisis des matières aussi, t'as aussi ces spécialités un peu scientifiques, langues, choses comme ça. Et donc t'as choisi ça, toi, t'as choisi de passer la maturité. La maturité, parce que quand tu veux travailler à l'époque, je savais pas trop ce que j'allais faire et tout, et j'ai un peu écouté mes parents aussi, et je m'étais dit, la maturité, ça te permet, si tu restes en Suisse, d'avoir plus facilement accès à un travail après, choses comme ça. Et puis surtout, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait un côté très, très multilingue et un peu différent du bac, et vu que moi j'adorais les langues, vu que j'avais beaucoup voyagé, je suis parti là-dedans, et moi en fait j'ai fait donc la maturité avec une spécialité de langue. Donc à la fin moi de mes études, je parlais français, anglais, espagnol, allemand. Ok. Aujourd'hui, je parle plus du tout allemand, j'ai tout perdu. Espagnol, je m'en sors. J'étais en train de réfléchir à comment, parce que j'ai pris allemand aussi, je te comprends, mais je n'arriverai même pas à me rappeler. J'avais Ich weiß qui vient, mais ça veut dire je sais. Donc, Moi, le seul truc que j'ai tout en allemand, si je vois des Allemands, je dis Kannst du Deutsch sprechen? Ich heiße Mathieu, aber ich habe alles vergessen. Je dis tout le temps ça. T'as un bon accent quand même. Hein. Ouais, je m'en sors pas trop mal. Ouais. Et les mecs, souvent les Allemands, derrière, ils enchaînent et ils me parlent wie heißt du, blablabla. Et là, t'es dans la merde. Là. Chill, là, je peux plus. Mais c'est vrai que c'était une langue assez intéressante. Et en plus, en Suisse, il y a quand même toute une partie de la Suisse qui parle allemand. Donc mais en fait, c'est ça, quand tu fais la maturité, tu dois choisir une des autres langues du pays. D'accord. Donc tu dois choisir en fait soit l'italien, soit l'allemand. Et j'avais commencé italien, et puis je trouvais que c'était un peu trop similaire au français, et je me dis, allez, je vais passer en allemand. J'étais challengé, quoi. Et puis vu que je faisais espagnol, je me dis espagnol, italien, c'est un peu pareil. Ouais. Après, aujourd'hui, moi qui travaille dans la mode un peu plus, je me dis italien, ça aurait pu être cool quand même, tu vois. C'est vrai que la mode allemande n'est pas... Il n'y a pas de fashion week allemande. Non, quoi. Mais par contre, d'un point de vue technologique, d'un point de vue dans l'automobile, ils sont hyper forts dans plein de choses, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. De chocolité, ça vient pas de nulle part, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, quand tu fais cette spécialité langue, à quoi tu te destines ensuite ? En fait... À peu près au même moment, déjà petit, moi j'ai des rêves tu vois, je regarde la télé et j'adore voir les mecs qui font du cirque, j'adore la gymnastique, j'adore le sport, moi je grandis dans le sport aussi. Et je me rappelle tout petit, j'ai un peu une passion pour, c'est un secret, mais un peu pour les 2B3.
te rappelles D'accord. ce groupe? Et Ouais. je trouve ces mecs grands, beaux, ils font des saltos, ils font de la gymnastique, ils sont sur scène. Voilà, même il y avait Michael Jackson qui arrivait aussi, tu vois. Donc c'est vrai, je voyais ces mecs à la télé qui me faisaient rêver. Et je voulais un peu faire pareil, ça m'amusait. Et puis j'étais un gamin un peu sportif. L'été, on était à Biarritz. À la plage, j'aimais sauter, j'aimais faire des saltos. J'étais très actif. Et à 16 ans, donc quand je suis à l'école, il me reste 3-4 ans avant de finir mes études, je découvre le monde du hip-hop. Et là, je découvre Usher, je découvre le film You Got Served, je découvre les clips à la télé, MTV. Et voilà, moi, j'aimais pas forcément sortir voir des copains. Moi, je kiffais regarder des clips vidéo. Et toute la journée, je pouvais regarder mes 5 heures de clips. Mais je les connaissais tous par cœur. Incroyable. J'ai je pense, une connaissance là-dedans. Parce que je voyais ces mecs, des blancs, des noirs, des asiatiques, qui étaient bien fringués, qui avaient des casquettes à l'envers, qui faisaient des saltos, ils dansaient, il y avait de la musique, il y avait des belles nanas, ils avaient des chaînes. Enfin, il y avait tout un univers qui était tellement différent du mien, mais qui, encore une fois, me faisait rêver. Et en fait, j'ai voulu les imiter. Tu vois, et c'est là que j'ai découvert donc un peu le milieu du hip-hop. Et puis le break, c'était cool aussi, parce que t'avais ce concept un peu sportif, mais en même temps artistique. Et donc j'ai commencé à imiter ces mecs-là. Et je suis devenu donc passionné de la danse urbaine à 17 ans. Et en 2 ans, je me suis dit, je veux faire ça, je veux que ce soit ma vie, je veux que ce soit mon métier, etc. Alors là, je me demande juste, toi qui du coup, a quand même eu... comment t'as vécu l'exemple d'avoir un père sportif de haut niveau? Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit, en fait, c'est une vie trop compliquée, ou tu vois, est-ce que ça t'a pas dégoûté du côté même sacrificiel que demande le fait de vivre d'un sport? Oui et non, je pense qu'en fait, il y a un moment donné, un petit peu plus jeune, moi j'ai eu des rêves de joueur de tennis pro. Et je me rappelle voir des vidéos de petits qui s'entraînaient comme des dingos. C'était au début de YouTube et tout. Et je voyais des mecs qui s'entraînaient, qui se levaient sur du mat, qui faisaient des pas chassés, qui s'entraînaient comme des dingos. Et j'ai eu une période où je me suis levé tous les matins, mais je sais pas, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, et j'ai essayé de me lever tous les matins à 6h, faire de la muscu tout seul, machin, mais j'ai pas tenu. En fait, j'ai réalisé que ça, au bout d'un moment, c'était pas ton rêve. Ouais, quoi. c'était pas forcément mon truc, et quand je m'entraînais, j'étais un peu distrait, et puis j'avais pas non plus un rythme, je m'entraînais peut-être, 3 heures par semaine, c'était pas... Et le tennis, c'était un truc que je faisais à côté. L'été, je faisais un peu des tournois, mais c'était pas une vocation, c'était pas... J'avais un peu des rêves, mais quand je les ai un peu confrontés, très vite, je me suis dit, je sais pas si je suis vraiment prêt à faire ça tout de suite. Et quand la danse est apparue, là, par contre, j'ai eu cette nouvelle révélation de me dire, waouh, ça, c'est un truc qui, tout d'un coup, me plaît vraiment, et je compte pas les heures, alors, je me levais plus à 6h du mat, mais je passais toutes mes journées, l'été, à regarder des vidéos, à essayer d'imiter ça. Mais c'est marrant, je me demande à quel point nos passions sont innées ou acquises. Parce que ce que tu dis, c'est très parlant, et en fait, tu as trouvé ce qui te correspondait. Et d'un autre côté, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode de Christophe de Chavannes, mais on parlait du film La méthode Williams. Ouais, bien sûr. Voilà. Et où donc, j'allais dire Will Smith, mais bon, c'est en gros le père de Serena Williams et de Venus Williams. Tu vois, c'est presque, il les dompte, il les éduque à devenir des championnes de tennis. Ouais. Et tu vois, je me demande toujours, est-ce que, en fait, si il n'avait pas... eu cette forme de rigueur, de discipline, de méthode, elles auraient découvert quand même cette passion pour le tennis, ou est-ce qu'en fait cette passion était totalement fabriquée? Ouais. Et tu vois, c'est lui qui l'a créé de toutes pièces. Ça, je pense qu'on pourra jamais savoir. Enfin, c'est intéressant. Quand je pense à ça, je pense tout de suite au film Whiplash, tu vois, un peu. C'est vrai. Et j'en parlais la dernière fois avec un ami, et c'est de me dire, est-ce qu'on a besoin d'être poussé et d'être conditionné pour réussir ou pas? Et en fait, la réponse, je pense... Ça dépend des gens. Ça dépend toujours des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être poussés, d'être idolés, d'être des fois même presque torturés pour y arriver. D'autres qui doivent être un peu plus dans le bon, dans l'amour, choses comme ça. Et il y a des cas de réussite dans les deux. Donc on ne pourra jamais savoir si le père des Williams n'avait pas mis toute son énergie là-dedans. Mais je pense quand même un minimum que... Si tu veux, quand tu es vraiment passionné par quelque chose, quand tu mets de l'énergie, tu te donnes tout, quelque chose va se passer. Et lui, il devait avoir une telle envie que ses filles réussissent. Elles, l'amour de leur père, elles ont aussi voulu lui faire plaisir. Et puis bon, et en plus, c'était des filles qui étaient prédestinées à être très fortes dans ce sport. Ouais. Donc c'est un mélange de toutes ces choses qui font que Serena, c'est la plus grande joueuse de tous les temps, tu vois, de tennis, qui a le plus de grands chelems, etc. Donc on verra si on aura peut-être une nouvelle, et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura une nouvelle Serena Williams. Qui aura une méthode totalement différente. Et ce serait intéressant de pouvoir comparer ou pas. Ouais. Mais en tout cas, ce que je trouve beau dans ton parcours, c'est le côté où tu as vraiment eu une rencontre avec la danse, et où ça a cliqué, quoi. C'est vraiment, tu t'es dit direct, ça, je peux y passer tout mon temps.
Mais tu vois, ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est, je sais pas si c'était la danse même ou si c'était la danse et l'univers du clip, et en fait, et tout l'univers audiovisuel qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Oui, tu vois, je fais beaucoup d'audiovisuel, je fais beaucoup de réalisations, beaucoup de photos. Mais dès le départ, en fait, c'était tout cet univers ensemble. C'est ce que je voyais, me faisait rêver, me donnait envie de le faire. Alors, Et comment tu ferais la distinction entre la comparaison que tu avais potentiellement avec ces rappeurs, ces danseurs, et l'inspiration? Parce que ce que je trouvais surprenant dans ton discours, c'est que moi, j'entends que tu t'es en fait carrément comparé à eux et que tu aspirais à leur ressembler. ouais. Mais ce que moi, j'encourage pas à faire, dans le sens où généralement, ça n'entraîne que de la déception. Mais c'est là où je me demande en fait à quel point juste ils t'ont inspiré Ouais. et où tu t'es pas forcément dit je veux être eux, mais tu t'es dit voilà ce que j'ai envie de faire et je vais me donner les moyens d'y arriver, tu vois. Bah, je pense de base, il y avait une envie d'être, je pense, dans ces clips. Parce que quand je voyais Usher, oui, je me dis ce serait cool d'être un peu comme Usher, mais tu sais, j'aimais bien. Il y avait des choses chez lui que j'aimais, tu vois, j'aimais bien. Après, tu vois, moi, je suis pas noir, je suis pas américain, je suis pas. Donc, je peux pas lui ressembler exactement, mais il y avait des choses dans son style, dans sa manière de bouger, sa manière de s'exprimer. Et puis surtout, quand je voyais tous les danseurs autour de lui aussi, je trouvais ça vachement intéressant. Je me disais, pourquoi moi, je pourrais pas être un de ces mecs un jour? Parce que ce mec-là, ben, il peut être comme moi, vice-versa. Donc, en fait, c'est un mix d'admiration, un mix de projection aussi. Et puis, je pense que ça a vraiment commencé, je veux faire partie de cet univers. Je sais pas si je veux exactement être ce mec, mais je veux faire partie de cet univers. Et puis après, la vie, ben, je me suis dit, et vu que j'aimais le mouvement, et vu que j'aimais la danse, je me dis, bon, le plus facile, c'est de rentrer et de danser derrière lui. Ça va sûrement être ça. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller aux États-Unis. Après, il y avait aussi... tu vois, MTV Cribs et les gens qui avaient des belles baraques avec 500 paires de chaussures, ça aussi, ça vient vraiment du rêve. Tu vois, je parle beaucoup de rêve, mais c'était vraiment... je voulais ça. Je me dis, je voulais toutes ces choses. C'est fou à quel point l'imaginaire façonne nos rêves. Ouais. Et nos envies. Et c'est vrai que MTV, ça a été toute une génération, enfin particulièrement la tienne, moi aussi un peu, mais moi c'était quand même un peu la fin. Je me souviens des missions cultes, genre... Quand je revenais du collège ou du lycée, je me mettais devant Sweet 16. C'était mon incroyable anniversaire. Mais je regardais ça aussi. Ma mission de vu, ouf. Ouais. Et c'est marrant parce que je sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a plus du tout le même mojo, quoi. Bah, je pense que c'était une époque où tout était un peu plus magique. C'était la folie des grandeurs. Ouais, la folie des grandeurs. Et puis c'était aussi un peu nouveau. Je pense que c'était aussi MTV, c'était un peu précurseur là-dedans. C'était les clips. La culture R&B. culture. Ouais. Voilà, et puis on n'avait pas les réseaux sociaux. Enfin, on avait plein de choses qu'on peut pas comparer aujourd'hui. C'est vrai. Et puis c'est vrai que voilà, c'était cette folie des grandeurs, que tout est possible. Et moi, je disais à mon père, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et là où je pense que mon père et même ma mère, surtout, parce que je parle pas souvent de ma mère, mais bon, elle a été quand même une force, tu vois. Elle m'a toujours beaucoup soutenu, même quand à un moment donné, moi, je me dis, je veux ça, je vais aller aux États-Unis. Mon père m'a dit, tu sais, gagner de l'argent, c'est pas facile. Tes rêves là, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, vu que j'étais bon à l'école, mon père était un peu plus pour me dire, tu vas continuer à faire tes études, et puis c'est bien de rêver, mais voilà. Alors que ma mère m'a vraiment soutenu dans me dire, ouais, tu pourrais vraiment le faire, tu pourrais partir. Et un peu le deal que j'ai avec mes parents, mais je pense que ma mère s'est un peu battue avec mon père pour dire, laisse-le y aller. En gros, c'était, tu veux partir aux États-Unis, tu veux danser avec Usher, tu veux faire tout ça. Tu sais qu'aux États-Unis, si tu es fort en sport, tu peux avoir une bourse universitaire. Donc il m'a dit, si tu as une bourse avec le tennis, tu pourras aller aux États-Unis. C'était un peu le deal et l'échange que j'avais avec mes parents. Je dis, ok, super. Et à ce moment-là, j'étais assez bon à l'école, j'avais des bonnes notes, j'étais presque 1 an en avance. Donc quand j'ai eu ma maturité, j'ai fait une année sabbatique. Et là, je suis passé de 3 heures par semaine à 4 heures par jour de tennis. Dans l'espoir de me dire, je vais avoir un très bon niveau pour être accepté dans une université américaine. Et donc là, je suis parti à l'armée. Là, c'est tous les jours, tu te réveilles et tu bosses et tu bosses et tu bosses et tu bosses. Et j'ai eu une assez belle progression, tu vois, dans le milieu du tennis. En fait, dans cette même année-là, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu, à l'époque, j'étais 15-2. Tu vois qu'il y a des classements dans le tennis. Voilà. Ouais. Et en fait, en 1 an, je suis passé de 15-2 à presque 0. Je suis passé 2-6 et en fait, j'ai gagné le championnat de France 3e série. Donc, j'ai joué à Roland-Garros moi aussi. Là, c'est pas Roland-Garros, mais c'est le 3e. C'est le petit Roland Garros. Et moi, j'ai un grand-père qui a gagné le Critérium. Le Critérium, c'est le championnat de France 2e série. Moi, mon père a joué. Donc, c'est vrai, mon père a joué Roland Garros. Il n'a pas gagné malheureusement, mais il a très bien joué dedans. Mon grand-père, côté paternel, a gagné le Critérium. Et moi, j'ai gagné le 3e. J'ai gagné l'Espérance. Tu vois, il y a une petite lignée aussi dans le tennis. Et puis, une fois que j'ai eu ça, moi, j'ai eu ma bourse universitaire et je suis parti à Santa Barbara. Et c'est marrant parce qu'en fait, en poursuivant... En fait, tu as été capable de travailler pour un rêve en t'en adonnant à un autre. Parce que ça devait pas exister, j'imagine, les bourses pour la danse. Parce que moi, tu vois, je me dis, pourquoi est-ce que t'as pas charbonné en danse
pour essayer, je sais pas, soit d'obtenir une bourse, soit d'aller dans une très bonne école, genre Juilliard, ou tu vois. Ouais. Donc en fait, tu t'es un peu... t'as consacré ton temps à une activité qui ne te passionnait pas, mais bon, ça prouve aussi ta détermination à atteindre l'autre rêve, parce que t'étais prêt un peu à n'importe quel moyen pour arriver à ta fin. Après, je pense qu'aussi, à l'époque, j'étais meilleur joueur de tennis que je n'étais danseur. Tu vois, la danse, ça avait peut-être que 2-3 ans que j'en faisais, et que j'étais vraiment passionné, je pouvais passer toutes mes journées à faire ça. Le tennis, j'avais quand même un bon niveau, et tu peux avoir des bourses universitaires avec la danse, choses comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas forcément, et puis je suis pas aux États-Unis, je connaissais pas les écoles. Alors oui, il y avait une idée. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas aller à Juilliard ou tu vois des grandes écoles comme ça. Il y en avait même une qui s'appelle, je crois, Saint-Laurence à New York. J'étais allé voir, je m'étais renseigné, que j'ai vraiment fait tout le travail de me renseigner. Mais bon, Juilliard, c'est voilà, tu dois vraiment, c'est des grandes formations dedans. Tu dois être très très fort là-dedans. Tu dois plus être comme ma chérie Victoria. T'as grandi dans ce milieu. Moi, j'ai grandi au milieu du sport et d'un coup, j'ai une passion pour la danse. Donc, et puis en fait, le choix s'est fait un peu naturellement. C'était bon, le tennis, c'est juste là. Je joue pas trop mal non plus. Voyons voir si je m'en donne vraiment les moyens. Et en fait, en m'entraînant et en jouant beaucoup, et bon, après en 5 ans, j'ai continué à jouer 4 heures par jour parce que j'ai eu ma bourse universitaire, je suis parti là-bas à 4 ans. Et en fait, j'ai vraiment développé une passion pour le sport, pour le tennis. J'ai une très grosse progression jusqu'à un moment donné où je me suis dit, est-ce que je vais pas sur le circuit pro là me donner une chance ou partir dans le milieu du showbiz et l'artistique. Ouais, mais alors attends, faut qu'on en vienne à là. Du coup, t'arrives à Santa Barbara. C'est moi, je crois que j'ai des amis qui sont allés en 3e année à l'étranger à Sciences Po. On m'a dit que c'était une super université où tu faisais vachement la fête. Ah mais Santa Barbara, c'est incroyable, c'est comme dans les séries américaines. C'est une université au bord de la plage, c'est vraiment canon, je crois que c'est 25 000 étudiants, tu vois, c'est un énorme truc. Et en fait, c'est une université qui est collée, c'est comme dans les films à l'américaine, c'est vraiment ça. C'est ces grands campus américains, et moi encore, c'était pas la plus grande. T'as UCLA à Los Angeles, t'as USC, tu vois, il y en a des tonnes et des tonnes. Et Santa Barbara, ce qui était bien, c'est que d'un point de vue tennistique, ils étaient bons, mais pas aussi forts qu'UCLA. Moi, je voulais aller à UCLA de base, parce que c'est vraiment une grosse machine. Et ils avaient un super département comédie musicale, un super département cinéma. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être mieux d'aller là-dedans, sauf que j'avais pas le niveau. Là, tu vas entrer dans ces... UCLA, c'est presque de l'Ivy League. Non, c'est pas de l'Ivy League, mais d'un point de vue, je parle sûrement tennistique. Les mecs qui vont là-bas, c'est en gros des pros qui sont pas assez bons pour être pros, qui vont dans cette université. Mais c'est des mecs qui pourraient demain jouer avec Joe Wilfried Tsonga et ces mecs-là. Mais qui étaient pas assez bons, donc qui vont là-dedans. Et moi, je jouais bien, mais tu vois, je te dis, j'étais 2-6-0. Les mecs qui vont à UCLA, ils sont moins 30, promo, ils sont classés dans les meilleurs français généralement. Je reviens à ce que je te parlais de l'université américaine. Donc c'est vraiment ce campus incroyable. Tout le monde est en vélo, il y a des belles filles, il fait beau toute la journée, il y a des surfeurs. Et en fait, le système américain est cool parce que, un peu différent du système européen, c'est que tu as 2 ans pour en fait choisir ta spécialité. En fait, c'est des cursus de 4 ans, ça peut même être sur 5 ans. Et pendant 2 ans, le but, c'est que tu peux faire autant de classes que tu veux. Moi, j'arrive et je me dis, tu as des sortes de cases à remplir pour avoir ton diplôme, donc des cases de sciences politiques, des cases d'histoire, des cases de sportives, enfin plein de choses. Et après, au bout de 2 ans, tu choisis si tu veux faire médecine en gros, si tu veux faire architecture, si tu veux faire sciences politiques, si tu veux faire c'est génial, art. ça. Ouais, c'est vraiment cool, je trouve, pour le coup. Je vais pas te mentir que les 2 premières années, le niveau universitaire, c'est ce qu'on fait nous en première ou en terminale. Donc, c'était un peu redondant, mais c'est en anglais, donc c'est aussi un peu challenge. C'est un peu mise à niveau aussi. C'était un peu mise à niveau. Et en fait, moi, j'en ai profité pour faire mes 2 premières années. Je faisais autant, donc je te dis, des cours de tout et de rien. Alors, on va dire un trimestre, je faisais histoire de l'art, je faisais maths, piano, travail à la caméra. Et on va dire un autre truc. Et tu pouvais tout faire ça en même temps. Et à côté, je jouais au tennis aussi, tu vois. Et donc pendant 2 ans, je me suis testé à tout. Au travail, au jeu d'acteur, au cinéma, au dessin, des cours de piano privé, des cours de danse, moderne, contemporain, ballet, hip-hop, il n'y avait pas de programme. Et à côté, je faisais mon tennis. Et à côté, il y avait une salle de sport, je me rappelle, ça s'appelle Rob Gym. Et là, c'était les quelques peu de danseurs et breakers qui allaient s'entraîner. Et le soir, j'allais m'entraîner avec ces mecs dans une salle. Et je me rappelle, c'est une salle où tu avais tous les lutteurs. Donc, c'est des tapis de lutte. Et moi, je dansais, je faisais des saltos avec les mecs là-dessus. Donc, tu vois, et pendant 4 ans, j'ai touché à plein de choses. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis spécialisé parce que j'aimais beaucoup. Mon père voulait que je fasse du business. Tu vois, encore une fois, les parents veulent un petit peu qu'on fasse des trucs, la sécurité. Et j'ai essayé. Mais ça m'a pas du tout plu et je disais, écoute, je comprends rien, là, les macroéconomiques, microéconomie, bref. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup la mode aussi, à ce moment-là. Et il n'y avait pas de département de mode, donc j'ai fait
une spécialité dans le milieu du théâtre et de la danse, qu'on avait département théâtre et danse, spécialité design de scène et de costumes. Donc techniquement, aujourd'hui, j'ai un bachelor pour créer des costumes et de la scénographie pour le théâtre. Ok. Mais je ne sais plus rien faire, je ne sais plus cool, je ne sais plus faire rien de tout cela. Mais ça a été hyper intéressant parce que voilà, je suis rentré dans le milieu du théâtre et de la danse et j'ai appris à faire des lumières, j'ai appris à designer des costumes, j'ai appris à les dessiner, à les coudre et les mettre après sur des danseurs qui faisaient eux, qui étaient dans le département de danse parce que tout est connecté. Et donc de temps en temps, moi j'étais le designer de costumes qui habillait les danseurs et en même temps j'en profitais à côté pour rentrer dans le show de danse et là à ce moment j'avais une pote dans ma classe qui m'habillait aussi et mon pote qui faisait de la lumière. Donc tu vois, tout était super entremêlé, ce qui a fait que j'ai pu toucher à plein de choses et c'est ce qui m'a nourri et m'a donné envie de continuer un peu dans ce milieu. Et j'oublie de dire, et à côté j'ai aussi fait j'ai fait une petite maîtrise, que tu vois, tu peux faire plein de choses encore aux États-Unis. J'ai fait une maîtrise en entrepreneuriat et marketing. Donc, comment monter un projet, comment le développer, comment le vendre et le marketer d'une certaine manière. Donc ça prenait pas beaucoup de temps, mais c'est un truc que j'ai en plus dans mon diplôme. C'est un socle, voilà, et que ça, t'as pas oublié. Que j'ai pas oublié, non. Mais tu vois, c'est vrai que le cursus américain pour ça est génial. Et à côté, t'as une vraie vie sociale où tu sors, tu rencontres des gens, tu fais la fiesta tout le temps, si tu veux. Alors moi, j'étais plus type de mec qui voulait pas trop faire la fête, plus qui voulait bosser parce qu'il fallait bosser pour réussir et tout. Mais de temps en temps, vu que c'était tout le temps la fiesta, je pouvais très facilement aller dans cette ville étudiante de 20 000 personnes et avec les maisons sur le bord de la plage avec de la bière et des soirées et des trucs. C'était canon, c'était vraiment canon. Ouais, franchement dit comme ça, j'avoue, j'ai visualisé le truc quoi. Ouais. J'étais avec toi au campus de Santa Barbara et du coup tu termines ces 4 ans. Est-ce que là tu kiffes tellement les États-Unis que tu dis je vais rester? Et c'est en Californie, Santa Barbara. Ouais, c'est au nord, c'est à 1h30 de Los Angeles. D'accord, donc t'es pas très loin du bastion showbiz. Est-ce que t'en profites pour aller voir aussi un petit peu. Alors de temps en temps, nous par exemple dans notre université, t'as Michael Douglas, il vient de là-bas. Donc c'est un gros mécène aujourd'hui. Et puis il venait de temps en temps, il faisait des talks et des choses comme ça. Donc j'y suis allé 1 ou 2 fois. Et t'avais de temps en temps des intervenants de Los Angeles qui venaient, surtout dans le département de théâtre, danse, de cinéma, qui venaient faire des workshops. Donc j'en profitais pour aussi les rencontrer et tout. Au bout de 2 ans, moi, j'essaie de transférer à UCLA, parce que c'était toujours l'idée. Goal, ouais. Sauf que j'ai fait une audition en tant que comédie musicale, parce qu'ils avaient ce département dans lequel je pouvais potentiellement rentrer, et j'ai pas été pris. Tu chantais aussi ou... Je chantouillais, mais je prenais des cours de chant à côté, et je me suis dit, je vais tenter mon truc, et puis je danse pas trop mal, je joue, je pense pas trop mal, je chante, faut un peu que je bosse, mais je me suis entraîné, pendant 6 mois, je prenais des cours de chant et tout, j'avais pris des cours privés, et j'ai fait l'audition, j'ai pas été pris. Mais là-bas, en même temps, c'est le niveau de la comédie musicale, bien sûr. Et c'est pas New York encore, c'est pas New York encore, mais c'est déjà costaud. Bon, je suis pas pris, c'est pas grave, donc je décide de rester à Santa Barbara, et à ce moment-là, je me rappelle que mon coach, vu que je lui avais exprimé que je voulais potentiellement partir, vu que je progressais quand même au tennis, il m'a fait une meilleure offre encore sur une bourse, donc j'avais encore une meilleure bourse mes 2 dernières années pour me motiver à rester, tu vois. D'accord. Et quel est son avantage à lui que tu restes ? Parce que s'il sait que tu veux pas te consacrer à ça. Oui, mais en même temps, j'étais... moi, j'aimais le tennis et j'aimais gagner. Et puis, le tennis aux États-Unis, c'est un sport d'équipe. C'est pas intéressant. C'est pas un sport individuel comme ça. C'est que t'as une équipe de 10 joueurs. T'en as que 6 qui jouent chaque match. Et en fait, t'as des matchs de double et des matchs de simple. Et c'est au meilleur de tous les matchs. S'il y a 10 matchs, c'est ceux qui gagnent, ou s'il y a 11 matchs, ceux qui gagnent 6 matchs entre les doubles et les simples gagnent la rencontre en fait. Et là, tu vas voir Santa Barbara, Los Angeles, Santa Barbara, on voyageait, on allait à Idaho, on allait à Boise, on allait au Texas, on voyageait tout le temps. C'est vraiment comme une petite équipe de basket ou de foot que tu peux voir aujourd'hui un peu partout dans le monde. Okay. Et donc le tennis là-bas est très collectif. Donc ça, c'était sympa. Et puis tu as envie quand même de gagner parce que tu représentes les couleurs de ton équipe. Tu as aussi toi une petite compétition avec tes coéquipiers parce que au début, moi j'ai commencé, j'étais numéro 6 dans l'équipe. Au bout de 4 ans, je suis numéro 1. J'étais top 50 aux États-Unis. J'ai quand même un bon niveau. Et le fait de gagner, c'est honnête, de mettre 2-3 branlades des mecs aussi, ça te donne envie d'être meilleur et meilleur et meilleur. Et c'est pour ça qu'en fait, au bout de 4 ans, j'étais encore en train de progresser. Et ma dernière année, tu vois, j'ai un très bon palmarès. J'étais étudiant modèle de l'université parce que j'étais bon à l'école et j'avais en plus le meilleur score dans le sport. Donc j'ai représenté toute l'université. Et puis je faisais des tournois. Et voilà, j'ai que perdu contre des joueurs qui étaient genre top 20 aux États-Unis. Je me suis dit, là, pourquoi pas aller. Tu vois, j'aimais bien ça. J'étais fort physiquement. Je sentais que je progressais. Et en fait, le choix était est-ce que je pars maintenant sur le circuit qui est encore un autre monde, et là c'est dur parce que c'est plus le côté festif, on a Santa Barbara, il fait beau, il fait chaud, là tu pars jouer en Ouzbékistan, tu vas en Slovaquie, des pays froids, et puis tu dois avoir ton coach, enfin c'est un milieu très dur le tennis, ou
Los Angeles, qui était pas très loin, que j'avais un peu testé. Et là, on va faire des castings, des auditions, on va essayer de danser pour Usher, Jennifer Lopez, Jason Derulo et tous ces mecs-là. Et j'en ai un peu parlé avec mon père, avec mes potes autour. Et c'est vrai que même si je progressais, je jouais bien, quand je perdais, j'étais vraiment down. Et dès que je perdais, mon échappatoire, c'est je me disais, bon, pas grave, je vais aller danser, je vais aller faire du cinéma, je vais faire d'autres choses à droite et à gauche. Et ouais, j'ai réfléchi et j'ai pensé, je me suis dit, bon, ben, on arrête le tennis. De base, il était là pour faire ça. Maintenant, on va vraiment suivre le rêve, ce qu'il y a vraiment au fond, et on part à Los Angeles. Et tu t'es pas dit après coup, j'ai perdu du temps à consacrer autant d'énergie au tennis alors que j'aurais pu utiliser ce temps pour me perfectionner en danse non, parce que en fait, là-bas, c'était mon job. C'est ce qui me permettait de faire tout ce que je faisais. C'est comme demain. C'était un contrat, quoi. Ouais, c'était un peu mon contrat. Et c'est un contrat, en plus, je prenais du plaisir à le faire. J'étais pas. Alors oui, des fois, c'est dur. Le sport, c'est la plus belle école de vie. De temps en temps, tu perds, de temps en temps, tu te fâches, de temps en temps, ça t'énerve, tu te casses des raquettes, tu te fais engueuler par ton coach. Voilà, mais c'était quand même quelque chose que j'aimais, vu que j'avais cette progression et vu que j'étais bon quand même, tu vois, t'as envie d'être meilleur. Et à la fin, ma dernière année, j'étais le capitaine de mon équipe, tu vois, donc j'avais aussi des gens derrière moi que je devais motiver et tout, donc ça me donnait envie d'être meilleur. Et pour moi, je le voyais comme, je fais mes 3-4 heures par jour, mais il m'en reste après, il m'en reste 20 de plus. Hein. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai encore aujourd'hui, enfin un peu moins maintenant, je suis un peu plus feignant et je suis un peu plus vieux, donc voilà, mais à l'époque, je dépensais, tu vois, je buvais pas. J'ai fait 4 ans d'université américaine, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Alors que et ça, c'était vraiment une décision consciente de ta part, puis une même, promesse à toi-même. Ouais, puis même déjà jeune, tu vois, grandissant à Genève et tout, j'avais un rapport avec la sortie de l'alcool, ça coûtait très cher, parce que j'avais des potes qui avaient beaucoup d'argent, qui claquaient beaucoup de, tu vois, des milliers et des cents pour acheter des bouteilles. Puis, soyons honnêtes, l'alcool, quand tu le goûtes de base, c'est pas délicieux. C'est pas bon. Donc je me dis, le truc, c'est pas bon, ça coûte cher. Je trouve pas forcément que j'en ai besoin, parce que moi j'étais déjà assez introverti. J'étais petit, j'étais un peu introverti quand même, hein, mais quand même pas trop non plus. Et puis j'ai rencontré 2-3 personnes, tu vois, dont je me rappelle un mec qui s'appelle Pascal Gentil, qui est un champion de taekwondo, champion du monde, un Français, aux étoiles du sport, tu vois, qui lui était grand, beau, un peu comme un Usher, tu vois, un grand beau black, souple, qui faisait des grands écarts comme ça, et qui lui n'avait jamais bu l'alcool de sa vie. Et je me rappelle, encore un modèle, je me dis, wow, j'aimerais bien faire comme toi, je trouve ça méga cool, méga stylé, et qui faisait la fête, mais torse nu, qui dansait comme ça, avec des nanas partout, avec, tu vois, des lumières, et qui inspirait les gens à, tu vois, à vouloir être avec lui. Donc il y a eu ce parti-là, et puis après il y avait aussi un côté, je voulais déjà me démarquer des autres, déjà assez jeune, je voulais essayer de faire les choses un peu différemment, et c'est vrai, à l'université, quand je disais je ne bois pas, c'était impossible, parce que là-bas c'est la beuverie tout le temps, et les mecs disaient c'est pas possible, le français qui boit pas, ils voulaient tous m'inciter à boire, ils voulaient tout ça, et en fait je tenais, c'était un peu une manière de me dire ouais, mais je fais la fête comme vous, je suis un foldingue, je peux faire ci, mais en même temps je vais pas me bousiller la santé, et je vais juste être, je vais vouloir être différent. C'est juste mais ça. Ça c'est vraiment cool que je le partage, et surtout que t'es tenu entre guillemets, parce qu'il y a presque vraiment, je trouve à cet âge-là, une histoire de volonté à ne pas se plier aux injonctions de ses potes. Ouais, bien sûr. Et big up à Camille, qui j'espère écoutera cet épisode, ma sœur jumelle, qui ne boit pas non plus, parce qu'elle aime pas ça. Et en fait, moi-même, à un moment, vu que l'alcool me faisait pas beaucoup d'effet, j'ai commencé à dire, bon, en fait, ça sert à rien que je boive, donc j'ai arrêté de boire. Et en fait, il y a une telle pression de la part de nos pères, PAIRS, de allez, vas-y, c'est bon, t'es relou, fais pas la relou, la meuf trop sage. Alors je sais pas si c'est pareil chez les mecs, mais j'imagine aussi, parce que pour le coup on peut vraiment vous chambrer, pour le coup là je pense qu'il n'y a pas de sexisme, et en fait c'est presque, tu vas presque finir par dire allez, d'accord, pour tu vois, pour pas subir entre guillemets la confrontation ou le fait que tes potes se moquent un peu de toi. Ouais, et je pense c'est comme tout, c'est que vu que je suis jamais tombé dedans, j'ai jamais testé vraiment, quand tu connais pas, c'est facile de dire non. Quand tu commences à boire un petit peu, à faire la fête, et je pense que c'est pareil même pour les gens qui prennent, tu vois, les jeunes qui commencent à tester la drogue et plein d'autres trucs, une fois que tu tombes dedans, il vaut mieux pas du tout y aller. Et puis moi après, aujourd'hui je bois, tu vois, un petit peu, mais j'ai bu je me suis mis ma première cuite, j'avais 29 ans, tu vois, donc je me connais, j'ai un peu de maturité et tout, et je me suis dit bon, je vais pas être con non plus, ça doit quand même être sympa, et puis j'ai travaillé après, on en parlera aussi, mais
voilà, j'ai découvert l'alcool d'une autre manière et donc je trouvais ça super cool. Mais à l'époque, voilà, je voulais vraiment me dire, je peux faire comme les autres et je tiens. Et ça me rend un peu différent à ma manière et j'aimais ça, quoi. Et je trouvais ça drôle en plus. Ça travaille aussi ta volonté, quoi. La volonté, c'est un muscle aussi, je pense. Hein. Mais à l'époque, tu vois, j'y pensais pas, mais juste c'est cool. Et puis, à l'inverse, je servais les shots à tout le monde. C'est moi qui conduisais tous les potes pour les ramener. Et je faisais même genre, je buvais des shots avec eux. Et donc, je pouvais un peu me libérer, être folle dingue en soirée et faire danser comme un fou. Et les gens disaient, et au pire, je disais, les mecs, je t'ai bourré et tout, alors que je l'étais pas du tout, tu vois. D'accord. Mais non, mais c'est vrai que j'ai souvent eu, j'aimais bien avoir ce rôle un peu du. Non, pas le protecteur, mais tu vois, un peu le leader. Enfin, déjà, je me disais, les potes, je vais les ramener. Les copines à qui je m'entends bien, je vais être sûr qu'elles vont bien. Et aujourd'hui, c'est un message que je continue un peu de promouvoir, tu vois, d'essayer d'être une bonne version de toi-même. My better self, tu vois. Et voilà. Et à l'époque, ça a été un peu un choix que j'ai pris et qui m'a permis à faire plein d'autres choses, je pense, aujourd'hui, quoi. Et quand je rebondis juste avant qu'on en vienne à la suite sur ton arrivée à Los Angeles, et quand tu dis que voilà, quand tu perdais au tennis, ça te mettait vraiment down, est-ce que tu penses que c'est une des raisons aussi pour laquelle tu n'as pas, j'ai pas envie de dire persévérer parce que au final ça a été un choix plus qu'une question de persévérance, mais est-ce que tu penses que ça joue le mental, qu'on doit avoir un certain mental pour se consacrer justement au haut niveau? À fond. Ouais, à fond. À un moment donné, je pense ceux qui percent vraiment au très haut niveau, c'est pas juste j'aime ça, c'est pas juste je suis doué. Alors il y en a qui arrivent, mais c'est un ensemble de tout. C'est le physique, c'est le mental et c'est l'environnement autour qui vont faire que tu peux percer. Et tu dois constamment jouer avec ces trois mondes. Et le mental, je pense, c'est surtout le plus important parce que tout le monde peut physiquement, en faisant juste de la muscu, en faisant être fort. Mais si derrière ta tête ne suit pas, tu ne vas pas pouvoir aller loin. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, on y pensait beaucoup moins, mais là, de plus en plus, maintenant, tous les athlètes de haut niveau ont des coachs mentaux qui les suivent et qui les accompagnent. Les gens travaillent avec des psys et tout, parce que, tu dois, pour être la meilleure version de toi-même, tu dois travailler sur tout ce qui te compose. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton rapport à l'échec, de faire autant de tournois et de compétitions? Ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ces défaites et que tes défaites vont te rendre meilleur. Tu veux, au lieu de te morfondre, alors on a tous des moments où je perdais un match et je me morfondais, j'étais pas heureux. Alors j'allais danser parce que c'est vrai que la danse, il y avait ce côté libérateur et il n'y avait pas vraiment de compète. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, la seule manière de ne pas perdre la prochaine fois, c'est d'être meilleur. Donc je perdais des matchs. Et puis ça, c'est aussi la manière américaine, tu vois. C'est qu'on y va, on bosse, on continue. Je perdais un match, je prenais mon sac, mes balles de tennis et j'allais faire du service. Mais je servais pendant 1 heure supplémentaire, tu vois. Et j'ai gardé ça tout le temps à travers le sport pour essayer, la prochaine fois, pas être dans cette situation qui me rend malheureux et qui me met down. Donc il faut que j'évite le plus possible, il faut que je sois encore plus préparé et encore meilleur. Donc l'utiliser vraiment comme un moteur. Il y a que comme ça que je pense que tu peux te surpasser, c'est apprendre tes défaites et dire... et en fait, tes défaites t'apprennent même sur toi-même. C'est pourquoi, tu vois, dans le tennis, pourquoi t'as perdu à ce moment-là cette balle, pourquoi t'as fait ce choix, pourquoi t'as fait ci. Mais je pense que ça s'applique dans la vie de tous les jours. Et le sport, c'est que tu peux vraiment très facilement le parce que t'as un vrai résultat. C'est vrai. Ça, c'est la performance qui parle. Bon, du coup, tu arrives à Los Angeles. Ouais. C'est quoi ton plan de passer des castings Ouais, alors là, mon plan, c'est let's go, quoi. Tu sais, dans le milieu hip-hop commercial, c'est un peu ce que je faisais. Tu vois, que la danse, t'as les compagnies, t'as l'opéra, t'as tout ça. Moi, c'était le commercial, parce que c'est là où tu peux gagner un peu ta vie. Et moi, mon but, c'était, comme je t'ai dit, c'était de partir en tournée avec Usher ou un artiste comme ça. Donc, il faut que je trouve une agence pour avoir accès au casting. T'as aussi des sites où tu t'enregistres et t'essaies de voir ce qui se passe. Tu fais des castings sauvages. Et en fait, j'arrive dans ce Far West, quoi. Ce Far West du showbiz. Je connais pas du tout l'école, je connais rien. J'ai la chance d'avoir un papa qui m'aide encore un peu financièrement. Tu vois, vu que ma bourse, j'avais quand même payé une grosse partie de mes études. Là, c'est un peu le dit, pendant 1 an, je t'aide encore un petit peu. Mais je continue avec cette même dynamique. Je prends plein de cours, tu vois, des cours de danse. Donc, je vais me former dans les grandes écoles américaines, Edge, Millennium. Et là, en fait, tu fais des classes de danse, mais toutes les classes de danse aux US, en tout cas à Los Angeles, c'est des mini-auditions. Tu as tous les meilleurs danseurs qui sont là, qui s'entraînent les uns les autres et qui vont prendre les cours des profs qui sont probablement les prochains chorégraphes de tel et tel artiste. Donc même en classe, tu es déjà en compète. Et là, tu dois prendre ta place, tu dois avoir le meilleur move, tu dois avoir le meilleur style, tu dois avoir... Et c'est tout un univers qui est incroyable parce que faut que tu danses bien, mais il faut que tu aies un look, faut que tu connaisses un peu de monde et tout.
Et donc ça, c'était vachement sympa. Tu vois, ça a été stressant mais sympa et très éducateur. Millennium, il est encore très connu. Ah ouais, mais Millennium, c'est énorme. C'est celui qu'on voit sur Insta, le fond rouge là. Tout le temps, ouais. Okay. Ah, maintenant, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, t'en as plein qui ont ouvert parce que Ouais. les danseurs sont devenus des mini-stars à travers, tu vois, le digital. Donc t'as Playground, enfin t'en as plein d'autres. Je peux même pas te les citer tellement il y en a. Mais à l'époque, t'avais vraiment Debbie Reynolds, c'était Millennium, c'était tous les danseurs qui nous écoutent vont peut-être se dire je connais. Et voilà. Et puis j'allais faire mes cours de danse et à côté je faisais des cours d'acting. J'ai fait, tu vois, la méthode. Je fais la méthode Stella Adler. J'avais fait quoi d'autre comme méthode. J'en ai fait plusieurs. Enfin, j'avais vraiment travaillé à la caméra avec Caroline Berry. J'avais fait de l'improvisation au Groundlings. Groundlings, c'est un peu une très grande école d'improvisation. Tu as eu Seth Rogen ou tu as eu Will Ferrell, tous ces mecs qui sont passés là-dedans. Pour vraiment, voilà, artistiquement me former. Et puis j'aimais autant, tu vois, à ce moment-là, que je dansais, mais en même temps, j'aimais beaucoup l'acting aussi. J'avais découvert un peu l'acting à l'université. Et je me suis dit, à mes débuts, il faut un peu faire de tout. Il faut autant faire des pubs que des castings pour des films, que des auditions pour des cours, pour des clips ou pour des tournées, voilà. Et j'ai passé 1 an, voilà, à me former, à faire des auditions. Je fais frapper à la porte, bonjour, je m'appelle Mathieu. Il faut aussi que tu te dises qu'à l'époque, je faisais peut-être 10 kilos de moins et j'avais une touffe comme ça et j'avais pas de barbe. Donc j'avais un look qui était complètement différent d'aujourd'hui, tu vois. Et j'arrive... C'était recherché Pas trop, non. Tu vois, je pense aujourd'hui, avoir mes longs cheveux comme ça, avec une barbe et tout, j'aurais un look qui aurait un peu plus percé. Et puis j'avais une gueule de bébé, quoi. Tu vois, j'avais 22 ans, j'arrive dans un milieu, et les mecs que je vois à la télé, ils sont là. Première audition pro. Tu vois, pas des petits trucs. Et à l'époque, Jennifer Lopez sortait avec son chorégraphe, son copain qui s'appelait Casper, je sais plus quoi. Et c'était lui qui chorégraphiait. Et en fait, quand tu fais une audition de danse, donc t'as le chorégraphe qui arrive, alors là, t'avais 300 personnes. C'est énorme. T'as tout Los Angeles qui est là. Donc déjà, tu vois des grands, des petits, des gros, des blacks, des blancs, des asiatiques, mais de tout habillé, des cheveux roses. Et moi, j'arrive, petit français, je m'habille en noir, j'ai ma petite touffe. Je crois que j'avais mis peut-être un petit bandana rouge pour essayer de rajouter une petite touche de couleur, enfin un petit machin. Et après, donc, c'est des petits groupes. Et là, t'as le chorégraphe qui t'apprend une chorégraphie. Mais en 10 minutes, il t'apprend un truc, mais monstrueux. Et moi, j'étais pas très bon en chorégraphie. Moi, je dansais toujours tout seul, tu vois. Et là, pour ça, je prenais des cours de danse entre autres, c'est que tu dois habituer ton cerveau à suivre très vite une chorégraphie, la réadapter pour rentrer dans l'ensemble, mais en même temps, il faut que tu aies ta personnalité. Ouais. Et moi, je m'en sortais toujours parce que donc, tu fais la chorégraphie et tu as toujours un petit côté, un petit moment freestyle où là, tu peux montrer tes meilleurs moves. Et moi, je m'en sortais toujours parce que je faisais un peu de gymnastique et des saltos. Donc, la choré, je la rate, mais après, je fais toujours des saltos et on me disait, bon, tu passes au premier tour et on verra au deuxième. Et là, je me rappelle toujours, première audition, j'arrive, je suis prêt, il y a la caméra, voilà, on est là, préparé 3, 2, 1, j'y vais, je fais et là, qui passe Jennifer Lopez. Je te jure, qui passe comme ça, mais en plein milieu de l'audition. Et je me dis, et tout le monde est un peu, tu vois, s'y attend pas. Alors le chorégraphe qui dit, bon, on arrête, on reprend. Et elle se pose, et là, je te jure, elle est là où il y a la caméra, elle est avec ses grosses lunettes, elle est comme ça, elle a un chewing-gum, elle se pose, elle me regarde, je suis face à elle, elle est comme ça. Quelle horreur. Et là, on reprend. Et la choré, je la maîtrisais pas du tout. Et 5, 6, 7, 8. Et là, je me rate complet. Mais bon, j'ai mon petit moment de freestyle et je fais salto, salto, salto. Faut voir, poum. Je passe au premier tour, super. Deuxième tour, j'ai été éclaté, voilà. Mais tu vois, c'était sympa de tout de suite être confronté. Là, ça y est, quoi. Ouais. Ça y est. J'ai fait des auditions pareil. Après, en 1 an, j'ai auditionné pour Rihanna, pour une tournée. J'ai auditionné pour Jason Derulo. À l'époque, il cartonnait avant d'être sur TikTok. Ouais, il a très bien rebondi, lui. Ouais, de ouf. J'ai auditionné pour le film Step Up. Tu te rappelles ces films, bien sûr. Step Up, j'en parlais avec Victoria pendant le podcast. Moi, j'ai toujours adoré ces films. Ouais. Et j'ai essayé de convaincre mes potes d'aller les voir. Parce que tout le monde disait, mais Louis, c'est de la daube. Mais pas du tout. Moi, le Step Up 1 avec Channing Tatum et tout. Mais moi, pareil, c'était tu vois, je ressemblais plus à Channing Tatum qu'à Usher. Et quand je l'ai vu, je me dis, en plus, un blanc qui est beau, qui a des abdos et tout. Ça, c'est cool, tu vois. Et je me rappelle, il y a eu Step Up, je crois à l'époque, Step Up 3 ou 4, j'ai auditionné pour le film. Et en plus. T'as auditionné c'est là où il y a eu Mousse dans le 3. Qui aujourd'hui a une nouvelle vie sur TikTok. Hein. Ouais, Mousse. Alors moi c'est celui d'après, je crois. Moi c'était celui où ils sont à Las Vegas, 4. Ouais. Et j'ai un coup de bol parce que je m'étais fait pote avec l'assistant chorégraphe qui m'avait appris la chorégraphie juste avant l'audition. Donc, à l'audition, je connaissais déjà un peu un truc. Mais bon, j'ai pas été pris quand même, tu vois. Ouais. Que là, c'est vraiment, tu dois, c'est tellement compétitif le milieu de la danse là-bas. Et puis, c'est aussi une question de réseau. Et puis voilà, c'est comme tout, tu dois faire un peu tes preuves. Et donc, 1 an à Los Angeles, j'ai une super expérience artistique, quoi. C'est quoi la première audition que tu remportes ? Mais je crois que j'en remporte aucune à Los Angeles, pour la vérité. Ah ouais ? Non, aucune. Ça, comment tu le vis ?
Parce que du coup, c'était un peu. T'avais un peu un an pour faire tes preuves. Ah ouais, mais dur, parce que j'y vais, mais je continue de m'entraîner. Je me dis, je sais pas, je dois peut-être pas être assez bon, je dois peut-être pas. Et en plus, moi, j'avais une date limite, que j'avais, comme tu dis, j'avais 1 an de visa supplémentaire. Et j'ai essayé à ce moment-là de faire un visa en plus, mais vu que j'avais pas fait mes preuves, je pouvais pas en fait appliquer pour un visa d'artiste. Mais j'étais malin, tu vois, je me disais, bon, je suis pas le meilleur danseur, parce que j'ai passé toute ma vie à jouer au tennis, donc faut que je m'entraîne donc j'essaie de m'entraîner autant que les autres. Tu vois, et puis je faisais en plus de la gymnastique. J'ai failli rentrer au Cirque du Soleil à l'époque, parce que Cirque du Soleil m'avait un peu débauché pour faire le show à Los Angeles, le rôle principal, parce que c'était un acteur, pianiste, je fais du piano à côté, gymnaste et danseur. Et il m'avait invité, j'avais vu le rôle et tout, et je me préparais potentiellement pour auditionner pour ça, avec des chances d'y rentrer. Sauf que le show a été annulé. Enfin, il a tourné, ça marchait pas. Los Angeles, c'était pas la ville du cirque, et les gens allaient pas assez acheter des tickets. Mais voilà, encore une fois, rêve plein les yeux de me dire, je vais pouvoir le faire. Bon, déception. Et en fait, vu que j'avais faim, donc tu vois, j'allais sur tous les sites de casting, j'envoyais mes photos, mes vidéos, mes trucs. Je commence à mettre sur Insta à l'époque pour essayer de faire des petites photos vidéos. On est en quelle année là ? Là, on est en 2012. Ok. C'est un peu les. Donc tout début là. Ouais, 2012, tout début 2013. des réseaux quoi. Ouais, au tout début. Mais je comprends pas trop. Hein. Je me rappelle toujours qu'on m'a dit un hashtag. Je comprends. C'est quoi un hashtag ? Je me dis c'est quoi ce bordel ? Hashtag danse, hashtag truc. Et tu sais que moi j'ai gardé mes photos sur Insta aujourd'hui. Je pense que si tu descends tout en bas, tu vois mes premières photos. J'ai pas fait un tri comme beaucoup de gens. Et tu vois genre une photo de moi comme ça, montrant un truc. Et il y a écrit. Hashtag tennis, il y a que des hashtags, il y a pas, tu vois, c'est vraiment le truc, c'est hyper drôle. On parlait donc Cirque du Soleil, déception. Ouais, donc là, toi, déception. tu postules à plein de trucs. Est-ce que tu te dis, je quitte LA et chante ma chance à New York ? Non, en fait, je suis un peu filou parce que vu que je joue au tennis, en fait, je rencontre la propriétaire de la plus grosse agence. Parce que je donne, en fait, à côté, pour faire un peu d'argent, je donne des cours de tennis. Le tennis, c'est un milieu un peu privilégié, tu vois, soyons honnêtes. Donc, je me retrouve à jouer dans des beaux clubs, dans des beaux trucs, et je rencontre un avocat qui veut m'aider à avoir ce visa via mon agence, mais qui ne peut pas, qui me dit t'as pas assez de crédit, t'es pas assez bon encore, t'as rien sur ton CV. Cependant, il faut que je te connecte avec cette fille qui adore le tennis, elle s'appelle Lainey Philux, c'est la propriétaire de Block, Block, c'est la plus grosse agence de danse à Los Angeles, c'est eux qui représentent les chorégraphes de Madonna, de Michael Jackson, enfin c'est monstrueux. Et je me retrouve à être prof de tennis de Lainey. Si tu veux, elle joue un peu, mais gratos, en mode qu'elle est vraiment, vraiment fan de tennis. Et en fait, je m'attache à elle, elle est vraiment sympa, cette nana. Et puis, elle a quel âge ? C'est une vieille Ouais, elle doit avoir 40 quelque chose, tu vois. Et en fait, elle a monté cette agence avec son frère. Mais elle avait monté l'agence il a 15 ans, 15-20 ans, tu vois. C'est vraiment une grosse agence. Et elle me dit toujours, écoute, si un jour t'as besoin d'aide pour ton visa et tout, je peux t'aider. Mais même avec un sponsor comme elle, j'avais pas assez. Je lui ai dit, ok, super, on est resté en contact. Mais ouais, parce que j'étais vraiment devenu pote. Tu vois, moi, je me suis dit... Non, mais je veux dire, putain, même avec elle, t'avais pas assez, quoi. Ouais, non. Ah ouais, le visa, quand tu veux partir aux États-Unis... En fait, moi, je l'ai eu après, on va y arriver, mais ça s'appelle un visa O1, pour tous ceux qui veulent partir aux États-Unis. C'est en gros, c'est un visa d'artiste. Ouais, mais j'ai toujours l'impression que tu te la pètes quand tu dis ça, mais c'est habilité extraordinaire. Donc tu dois prouver dans ton milieu que tu es extraordinaire et que tu as fait tes preuves en fait. Mais tu peux l'avoir si t'es danseur, influenceur, chef, athlète, quoi que ce soit. Et moi, je voulais l'appliquer en tant que danseur. Mais bon, j'avais pas le CV pour. Mais pour ça, tu dois montrer de la presse, des médias, des prix, est-ce que tu as été juré, tout ça. Et en fait, c'est un avocat que tu payes, qui va tout rassembler, qui va faire un dossier, un pavé comme ça, te mettre en avant le mieux possible, montrer tes vues, tes machins bidules, et qui après va l'envoyer au département de l'immigration pour en gros plaider ton cas, pour dire vous devez lui accorder son visa, parce qu'il va vraiment apporter un truc qui n'existe pas aux États-Unis. Et donc, en gros, vous allez faire du business. Les requins, soyons honnêtes, c'est du business. Donc, plus de visa. Donc, mon visa se termine. Mon aventure à Los Angeles se termine. Et là, je me dis, c'est con, moi, j'aime bien la Californie. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je peux pas me marier à une américaine ? Mais j'y ai pensé, que j'ai plein de potes qui le faisaient. Ouais. Mais voilà, éthiquement, je m'étais dit, je sais pas. Ouais, c'est pas ouf. Avec du recul aujourd'hui, je me dirais, pourquoi pas ? Tu vois, mais à l'époque, j'étais encore jeune et puis j'avais une chérie, tu vois, donc j'en parlais à mes parents et c'est vrai que je voulais pas les décevoir et tout, donc voilà. Et là, je me dis, il faut rentrer en Europe. Où est-ce qu'on va ? Il faut continuer en show business. On va à Londres, on va à Paris, on va quelque part. On va pas à Genève, parce que Genève, c'est sûr que c'est pas c'est pas la planète c'est pas l'endroit pour le faire, non, pas du tout. Et donc, j'essaie de rentrer à Paris. Et là, en fait, c'est
Bah, rebelote quoi. Tu recommences une nouvelle industrie, parce que moi j'ai mes codes à l'américaine, j'ai mon look à l'américaine, je danse, je chante, je fais ci, je fais ça. Ah, bah non, en France, t'as fait quelle école, t'as fait ci, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis maintenant je dois apprendre à jouer en français, les directeurs de casting c'est pas les mêmes, et c'est pas les mêmes chorégraphes que je connaissais là-bas. Et puis j'ai un bon niveau, mais en France, le niveau, dans la danse et dans le théâtre, est très très fort. Tu vois, aux États-Unis, c'est la grosse machine, mais en France, c'est hyper quali. La technique est... Ah ouais, et tu vois, je vais prendre des cours de danse au studio harmonique, des trucs comme ça, et je réalise que les danseurs sont quasi aussi forts que ceux de Los Angeles. Ah ouais, ok, bon ben là va falloir encore faire ses preuves. Et je reprends des cours d'acting, et je reprends des cours de caméra à la caméra, et je reprends des cours de danse. Et voilà, je réseaute un petit peu à droite à gauche, mais c'est vrai que cette énergie à l'américaine me manque, et je reste en gros 1 an ici. Je fais quelques pubs, je fais une pub pour Castorama, pour McDo, je suis dans des petites agences et tout. Je continue à mettre sur les réseaux sociaux, et là à l'époque, je me dis tiens, il y a de plus en plus de gens, de danseurs qui commencent à un peu buzzer. J'ai des potes qui étaient les premiers influenceurs, tu vois, mais vraiment voyage, qui étaient juste torse nu, qui faisaient des photos, qui faisaient des milliers de likes et qui voyagent un peu partout dans le monde. Et ça, je te dis encore, c'est 2013, tu vois. Et je les vois, je me dis mais attends, mais ces mecs, enfin mes potes, je vais pas les citer, mais ils ont aucun talent. C'est juste des bons advertisers, ils sont beaux, ils savent bien se prendre en photo, ils sont des bêtes de lieu, et ils ont une vie de ouf, ils gagnent de l'argent, et moi je me bute à faire du sport et ci et machin, et j'arrive à rien, j'arrive même pas à avoir un petit casting ou un petit truc, mais il faut que je me mette sur ces réseaux sociaux, faut que je capte, il y a quelque chose à faire, il y a une opportunité, je sais pas ce qui se passe. Et je me rappelle, je commence, et au même moment il y a Vine, et je me mets sur Vine. Et sur Vine, je commence à faire des vidéos drôles, français, anglais, et puis j'utilise les réseaux sociaux comme une petite plateforme pour essayer de me démarquer, me faire connaître en tant que danseur, acteur, enfin je sais pas, me faire reconnaître et démarquer du reste pour, j'espère, gagner un peu d'argent avec ça. Parce que tu vois, même les petites pubs et tout que je fais, là j'ai encore mon père et ma mère qui m'aident financièrement, tu vois, je crois ma première année à Paris, je dois peut-être gagner 12 000 euros, tu vois, avec ce qui est déjà pas mal, mais pas assez pour vraiment vivre, tu vois, une vie normale à Paris qui coûte un peu cher. Et à ce moment-là, en fait, je rencontre un monsieur qui s'appelle un pote de mon père qui s'appelle Vincent Herbert. Tu connais Le Pain Quotidien ? Oui. Le propriétaire du Pain Quotidien. D'accord. Qui lui, on se rencontre à Biarritz. Et on joue au ping-pong tous les deux. On fait le parti de ping-pong et puis on parle un petit peu et je lui explique mon parcours. Je fais de la danse, j'ai fait du costume design. À Paris, j'étais un peu promoteur de boîte de nuit. Tu vois, j'allais dans les boîtes de nuit. Tu faisais partie de ces mecs-là. Ouais, j'allais au Titi Twister, j'allais truc, tu vois, pour faire mon réseau. Ouais, tu vois, essayer de me faire un peu connaître. Et voilà, j'avais toujours cette même passion pour l'art, pour la danse, pour la nuit et tout. À l'époque, je fais une petite régression, mais j'ai auditionné pour Christine and the Queens, pour te dire, pour sa première tournée. Ouais. J'ai pas été pris, mais il y a eu mes potes. Je fais big up à Nicolas Huchard, Mehdi Kerkouche, Diablo, tous ces mecs qui sont partis en tournée avec elle. Mais j'ai fait l'audition, Léo Walk aussi. Je crois qu'ils me connaissaient pas tous à l'époque, hein, mais Nicolas et Mehdi, oui. Et en gros, à ce moment, je fais cette audition, et à ce moment, quasi au même moment, je rencontre, ou peut-être quelques semaines après, je rencontre Vincent. Et Vincent me dit, écoute, j'aime bien ton énergie, c'est cool. Tu sais, moi, j'ai investi dans un nouveau concept à New York qui s'appelle Spin. Et en fait, ce que c'est une boîte de nuit, un bar boîte de nuit où tu joues au ping-pong. Et notre fondatrice, c'est Suzanne Sarandon. Je dis, ok. D'accord, c'est quoi Suzanne Sarandon est partie ouvrir une boîte de nuit où on joue au ping-pong à New York. Et là, je dis, mais c'est quoi ton histoire ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Une boîte de ping-pong où, attends, tu bois des coups, Suzanne Sarandon, mais ok. Il dit, et j'aimerais que tu viennes bosser avec moi. Mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, honnêtement ? Il dit, bah écoute, viens, je t'invite à New York. En plus, mon père devait y aller parce qu'il travaillait encore, il était commentateur à l'époque dans sa reconversion, il était commentateur pour le tennis. Donc, il va à l'US Open. Il me dit, bah, venez à l'US Open, et ça tombe au même moment des 5 ans de Spin de la marque. Bon, ok, je pars avec mon père à New York, un peu voyage business à faire, tu vois. Et on va au 50 Spin, et là, je rentre dans ce lieu, mais complètement folle dingue. T'imagines un sous-sol, 23e et parc, 1000 mètres carrés, 20 tables de ping-pong, Suzanne Sarandon, De Niro, des mannequins, des banquets, des trucs, une ambiance, de la musique à fond, des joueurs de ping-pong qui font des battles de ouf, qui sont déguisés en tigre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'adore. Il y a vraiment qu'à New York, on peut trouver ça. Il y a vraiment qu'à New York. Et avec des battles de danse en plus pour gagner des verres gratuits. Alors moi j'y vais, je gagne un battle de danse, je gagne des verres gratuits. Je buvais pas encore, mais je file des verres à tous mes potes. Je les offre à tous mes potes. Et là il me dit, bah écoute, si tu veux, viens, fais un test. Je te prends pendant 3 mois. Et je m'appelle toujours, il dit, je te paye $9 000. Et là je me dis. Donc là c'est pas par an, c'est par mois. Là, non, $9 000 pour 3 mois. Tu fais un test de 3 mois et je te paye en gros en cash. Ouais. Et tu viens vivre chez moi.
Je dis bon bah. Et c'est pour faire quoi? Pour Bah, danser? Non, tu viens bosser à Spin. En fait, j'aime bien ton. Voilà, il y a tout un univers. J'ai envie d'avoir tes idées. J'ai envie. Ça, c'est vraiment un peu comme un consultant. Tu viens bosser 3 mois. Tu viens D'accord. tester plein de choses. Tu me dis ce que t'en penses et je te paye. Et là, comme je t'ai dit avant, j'ai gagné 10 000 euros en un an. Là, en 3 mois, je vais me faire la même somme et je vais à New York. Bon bah ok, let's go quoi. Et au même moment. Je suis pas pris par Christine. Parce que c'était au même moment, je me disais, ouais, mais si je suis pris avec Christine de Queen, je peux peut-être partir en tournée et tout. Et je suis pas prêt. Bon, bah, je pars à New York. Et je te la fais court, 3 mois se sont transformés en 6 ans. Et j'ai bossé 6 ans dans cette boîte. Et en fait, je suis devenu, j'ai trouvé une passion pour l'univers de l'hospitalité et du nightlife, mais en même temps c'était hyper artistique et c'était un peu ce côté entrepreneuriat aussi parce qu'on avait, j'ai fini, j'étais directeur artistique de toute cette marque. Je me suis occupé autant on travaille avec beaucoup de street artistes à l'intérieur, donc je faisais de la création artistique avec des artistes. Les réseaux sociaux, je les aidais à développer les réseaux sociaux, un petit peu l'influence, j'invitais des célébrités et tout. Et puis j'étais le plus jeune dans la boîte, tu vois, c'était que des mecs. Il avait pris un mec de chez PayPal, il avait pris un mec de chez Bolmore, un mec d'ici, un mec de JP Morgan. Donc lui, en fait, a créé son équipe pour développer cette marque. Il s'est dit, il y a un vrai potentiel. Il faut juste aujourd'hui qu'on le refaçonne et qu'on la développe pour en faire un vrai business qui va marcher. Et voilà, donc j'ai appris en fait mon métier de directeur artistique, management, hospitalité, avec eux en 6 ans. Et on avait un club, aujourd'hui, il y en a 10 aux États-Unis. Et on a ouvert dans toutes les plus grandes villes américaines, Chicago, San Francisco, Austin, Philadelphie. Mais comment t'expliques le succès de... Parce que, enfin, tu vois, en fait, ça pourrait être le ping-pong, comme ça pourrait être, je sais pas, les fléchettes, comme ça pourrait être des jeux de société. Ouais, mais il y a une grande... En fait, je pense dans le monde entier, il y a une grande mode aujourd'hui à quand tu sors, tu veux plus juste boire un verre, tu veux vivre une expérience, tu veux faire quelque chose. Et les Américains sont un peu précurseurs là-dedans, parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles choses. C'est tellement de commercialisation, tellement c'est du business, ils veulent toujours... Et ils veulent toujours inventer de nouveaux concepts. Et là, en fait, l'exclus c'était le ping-pong, mais comme le bowling, mais le bowling c'était un peu mort maintenant, et là c'était la même chose sauf c'était autour du ping-pong, mais le ping-pong c'est hyper facile que tout le monde peut jouer, même si tu sais pas jouer, au bout de 10 minutes tu t'arrives, tout le monde a au moins joué au ping-pong, c'est le deuxième sport le plus joué au monde. C'est quoi le premier? C'est le foot, ouais. Deuxième sport le plus joué au monde. Et c'est hyper social. En plus, il y a preuve que ça aide à guérir Alzheimer. Les vieux qui jouent au ping-pong, ça leur permet de travailler leur cerveau à fond. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits au ping-pong. Et ça coûte pas cher. Enfin, une table de ping-pong, 3 balles, tu joues. Et nous, à Spin, on a engagé des mecs qui ramassaient la balle pour toi. Donc, tu viens, t'as ta table, tu ramasses jamais ta balle, parce que c'est ce qui est chiant au ping-pong. Et t'as des serveuses qui t'amènent à boire et à manger. Et comme ça, tu bois un coup. Et tu peux y aller en date, mais aussi pour ton anniversaire. Et aussi avec... Et là, on faisait la plus grosse partie du business venait sur les événements d'entreprise. Ça, c'est très américain, où Google, GQ et tout amène 100 employés, 10 employés, 20 employés. Et c'est comme ça qu'on faisait vraiment de l'argent. Le B2B, ouais. Exactement. Et moi, je m'occupais, on va dire, avec l'équipe marketing et tout le monde, sur le côté un peu plus fun, drôle. Et en gros, j'étais chargé tous les mois de faire une grosse soirée. À thème. Donc j'ai fait des battles de break, j'ai fait des événements avec des artistes, des street artistes, des événements caritatifs avec des mannequins qui jouent en talons pour gagner de l'argent pour leurs associations, un événement magazine avec Justin Bieber et Fader Magazine. Enfin, tu vois, vraiment de tout et de rien. Et vu qu'en même temps, on ouvrait des nouveaux clubs, je partais 4 mois à Chicago ouvrir ce nouveau club. Donc je travaillais avec les artistes locaux, je faisais ci, je faisais ça. Après, j'allais à San Francisco. Donc j'avais vraiment un job qui me permettait de beaucoup, beaucoup bouger. Et le deal... Parce que tu vas me dire, mais comment t'es reparti aux États-Unis? Parce que je te l'ai dit avant. En fait, c'est que vu qu'à Paris, maintenant, un an après, j'avais fait mes petites preuves en tant que danseur et tout, et je commençais un peu à connaître du monde, j'ai rappelé Lainey et je lui ai dit, bon, Lainey, j'ai un job à New York, j'ai un premier sponsor, est-ce que tu peux être mon deuxième sponsor pour m'aider? Et m'aider à faire des lettres de recommandation pour que je puisse avoir ce taf. Mais je veux aussi signer dans ton agence et je veux continuer à faire des castings. Parce que techniquement, je vais arriver aux États-Unis en tant qu'artiste, mais le deal en dessous, c'est que je travaille pour Spin, mais je dois te donner l'impression que je suis danseur pour Spin. Mais je veux continuer à vivre, je veux continuer à faire des castings d'audition parce que mon rêve, c'est de faire ça. Là, c'était vraiment mon premier taf où je suis indépendant financièrement et j'ai l'opportunité de repartir aux États-Unis et de continuer ce rêve. Voilà. Avant, c'était le tennis. Maintenant, je me dis, je prends le truc du ping-pong et je repars aux États-Unis et je continue là-dedans. Et elle dit, ok, pas de souci, elle me sponsor mon visa et tout. Et voilà, le deal avec Spin, c'était si j'ai un casting, si je suis booké, techniquement, je suis
je travaille pour vous grâce à mon talent de danseur et d'artiste et tout. Donc si j'ai un casting, je pars, je peux le faire. Ok, super. Donc j'avais, comme tous les acteurs, les danseurs, les artistes qui veulent partir aux États-Unis, tu sais, t'as toutes ces histoires qui sont serveurs et tout, et voilà. Moi, si on peut dire ça une success story, c'est que j'étais directeur artistique d'une boîte de ping-pong, et à côté je faisais mes castings, quoi, tu vois. Et c'était bien parce que les deux se mélangeaient, tu vois. Directeur d'une boîte de ping-pong sur un CV, c'est quand même royal. Mal, hein. Ouais. Directeur artistique de spin, quoi. Ouais. Et puis les deux se mélangeaient bien parce que moi je faisais maintenant mes castings, et là je pense que c'est le côté où, j'étais un peu malin parce que, je jouais avec mes armes, tu vois, j'étais pas aussi bon que tous les autres danseurs, j'étais pas un super bon directeur artistique, mais je mélangeais les deux. Donc les castings que je faisais, tous les directeurs, les chorégraphes, je les amenais à Spin. Vice versa, de Spin, j'avais un salaire qui me permettait de pas forcément prendre tous les jobs qui tombaient, les jobs pourris, je les faisais pas parce que je pense que c'était pas bien. Et je continuais à faire des trucs sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est à New York, un mec de la street photographie, quoi. C'est là où t'as tous les photographes de rue qui font des magnifiques photos avec cet environnement incroyable urbain de New York. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, parce que je commence à faire j'ai une copine qui travaille dans la finance, qui a très belles photos sur Insta et qui est danseuse à côté. Je dis, mais putain, c'est quoi ces photos de ouf que t'as là? Elle me dit, moi je fais des collabs avec des potes photographes. Je dis, super, tu pourrais me connecter, j'aimerais bien. Elle me dit, ouais, fais-le. Donc je fais un premier photoshoot avec un photographe, et c'est vrai que tout d'un coup, tes photos à l'iPhone à l'époque, je sais pas si on est le 8 ou le 9, et une vraie caméra pro, ça a de la gueule. Et puis l'algorithme Insta était encore aujourd'hui poussait vraiment les photos. C'était 2016 Là, on doit être 2012, 2015, 2016, je pense, à peu près dans ces zones-là. Donc je commence en fait à faire des photoshoots avec des photographes de rue. De temps en temps, j'utilise Insta comme une manière de connecter avec les photographes, leur dire, mec, j'adore ce que tu fais. Et c'était vrai, j'adorais ce qu'ils faisaient. Tu sais, je suis danseur, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Alors t'as des photographes qui me disaient tout de suite, ouais, c'est 300 balles. Je dis, bon, non, j'ai pas les moyens de le payer. Et t'en as d'autres qui me disaient, ouais, je suis super chaud partant. Et ça, c'est vraiment le côté américain, tu vois. Les mecs, ils veulent créer. Ils veulent développer leur portfolio. Ouais, ils veulent faire, exactement. Donc, et puis je me rappelle à l'époque, j'ai encore une vidéo, j'ai eu 1000 followers sur Insta. Et pour moi, c'était incroyable. Je me dis, bon, moi, je vais taper des photographes qui ont 1000, 2000, 3000 followers. Et une fois que j'en ai fait 3-4, on en parlait au tout début, tu vois, je me suis dit, bon, j'en ai fait 3-4, bon, je vais tenter 6000. Je me dis, impossible. Le mec me disait, ok. Et un jour, j'ai tenté un mec qui avait 20 000 followers. Il m'a dit, ok, je suis chaud. Je dis, ah ouais, mais en fait, qu'importe, en fait, on s'en fout. Et là, je me suis dit, en fait, les portes sont ouvertes. Et vu que j'avais pris cet angle de collaborer avec eux, pas dire j'ai besoin de photos, mais de leur dire j'aime bien ton univers, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien apporter quelque chose de nouveau, moi je suis danseur, toi t'es photographe, on peut bénéficier l'un de l'autre parce qu'on a chacun besoin, tu vois, et on peut se cross-promote un petit peu. Donc j'ai commencé à faire ça à fond à New York, j'ai vraiment créé une team de photographes, c'est des super potes encore aujourd'hui. Et vu que je voyageais, tu vois, à Chicago, à San Francisco et tout, dès que j'allais à Chicago, je prenais Insta, je faisais photographe Chicago, tac, 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 je faisais ma liste, mes recherches, j'envoyais des DM tout le temps. J'adore ce que tu fais, faisons un truc. Et j'ai commencé sur les réseaux sociaux grâce à ça. Et en fait, c'est en faisant certaines photos, entre autres, je réalisais que j'ai fait les photos où je sautais dans les airs, qui étaient pour moi les plus durs. Je faisais des trucs sur une main, des trucs tordus, je me tournais sur la tête et tout. Mais la photo toute simple où je sautais faisait peut-être 30 likes, alors que l'autre en faisait 15. C'est bizarre, pourquoi le saut tout simple, le côté un peu en l'air, lévitation, a une meilleure interaction. Ok, je continue à le faire, puis au bout de 3 mois, je me dis, bon, c'est bizarre, ça marche mieux. Donc dans chaque shoot, je vais continuer à faire des sauts. Et puis je commence à faire des sauts à la verticale, à l'horizontale, sur le côté. Et il y a entre autres une photo quand je suis à Chicago avec un mec, je raconte toujours cette histoire, qui s'appelle Zach Lipson, photographe de rue, qui aujourd'hui fait plus ça du tout. Mais on fait une photo, en fait, je saute comme ça, et en fait, il fait le point sur mon point, et tout le reste un peu flou. Et t'as vraiment l'impression que c'est un sort de Superman qui vole à travers une rue de Chicago. Et cette photo est virale. Elle est mini-virale, tu vois, à l'époque. Elle est repostée par, 50 comptes dans le monde entier. Lui a 10 000 likes à l'époque sur sa photo. Moi, je me retrouve à prendre peut-être 2000 followers d'un coup. Et je me dis, waouh, il y a un truc avec ce Superman, tu vois. Et il me connecte avec un autre mec à New York. Il me dit, si t'aimes faire de la lévitation, j'ai un pote à New York, il fait que ça, vous devrez connecter. Eric Hercule. Il s'appelle Eric Urgile, mais son Instagram c'est Eric Hercules. Et on s'est mis tous les deux à faire que des photos en lévitation. Et c'est là en fait est venue l'idée de l'homme volant, tu vois un peu. Et donc je volais dans toutes les villes où j'allais bosser. C'est comme ça que tout cet univers-là a commencé sur les RS. Écoute, c'est hyper intéressant. Je retire pas mal d'enseignements de ce que tu nous partages. Déjà, le fait que tu sois vraiment allé au culot.
Et ça, je sais pas si tu l'as tenté ensuite quand t'es revenu en France, et on y reviendra, mais le fait de se vendre en France, c'est pas du tout bien perçu. Ouais. Mais je dis ça, mais même moi, tu vois, et j'essaye grave de déconstruire ça parce que en fait, je trouve ça, enfin tu vois, quand tu me le racontes, je trouve ça normal, intelligent même et pertinent. Mais tu vois, moi, si quelqu'un m'écrit et me dit, bon, même à l'époque où j'étais moins connue, tu vois, mais si quelqu'un m'écrit en mode coucou, j'adore ce que tu fais. En fait, j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de morale ou de noblesse qui n'est pas compatible avec le côté marketing. Ouais. Où tu vois, moi, ça m'aurait un peu heurté ou interpellé en mode, bah non, mais en fait, moi, je suis pas là pour faire de la pub. Enfin, je suis pas là pour qu'on se fasse de la pub. C'est bizarre de vouloir se faire de la pub, comme si c'était un truc, tu sais, pas très catholique. Ouais. Et j'arrive pas trop à le comprendre. C'est vraiment, je pense, une différence de culture. Mais c'est exactement ça. Où aux États-Unis, c'est chacun, ils vont se faire, ils vont se tirer vers le haut. Ouais. Je sais pas pourquoi en France on a beaucoup plus de mal. Il y a un côté, c'est un peu genre non, démerde-toi tout seul, tu dois faire tes preuves tout seul. Ouais. Parce que moi je les ai fait toutes seules, toi tu vas devoir les faire toute seule, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord, et c'est vrai que on en revient, ça fait 2 ans que je suis entré en France, et c'est vrai que moi je suis toujours, enfin j'essaie de rester dans cette dynamique parce que j'y crois à fond. Mais je pense que c'est culturel, c'est totalement ça. Il y a un côté où on veut plus être, on fait attention à notre image, on fait attention à ce qu'on fait. On veut pas tout mélanger non plus. Il y a peut-être, je sais pas. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu dois avoir énormément de demandes, tous les gens qui ont beaucoup de demandes, mais à un moment donné, je pense qu'il faut pas être débile. Faut rester ouvert à plein de choses. Et ouais, et puis d'un point de business, si tu peux en bénéficier, parce que le fait de faire une collaboration, alors qu'elle soit petite ou grosse, tu vas apprendre quelque chose de ça. C'est comme quand tu perds un match de tennis, c'est comme quand tu gagnes un match de tennis, tu as toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que là-bas, il y a vraiment cette manière de se dire, si toi, tu marches grâce à moi, tu vas me retourner la faveur et vice-versa. Et c'est vrai que les États-Unis, ils sont très patriotiques, ils sont très, on y va de l'avant, on travaille ensemble, on avance, c'est moins individuel, c'est moins... T'as pas eu de couteau dans le dos parce que moi, je trouve ça toujours trop beau pour être vrai, en fait. Si, je pense, sûrement, mais tu peux pas c'est tout... statistique, quoi. C'est comme, quand tu joues à un match de tennis, c'est que tu t'entraînes, tu bosses, tu fais ça, et même à l'époque, à l'université, tu bosses avec tes coéquipiers, et puis des fois, tes coéquipiers vont te battre dans un match de tennis. C'est pas pour autant que c'est des connards, c'est juste, c'est le jeu, tu vois, c'est à un moment donné, et je trouve que, et ça, je pense que tous les entrepreneurs que tu as eu te le diront, plus tu fails, plus tu avances en fait. Donc moi, j'ai pas peur de me dire, ouais, peut-être je me prends un couteau dans le dos, peut-être que j'ai fait un projet, je suis rentré en France, premier exemple en France, j'ai un gros projet, j'ai jamais touché l'argent. Ah ouais. Bon, voilà, c'est un mec qui a monté une boîte de prod, j'avais pas la structure, je l'ai engagé, et le mec m'a volé de l'argent, il a fermé sa boîte de prod. Bon, ça me fait chier, certes, mais je me dis, tu sais quoi, tout de suite après, j'ai ouvert ma propre boîte, et plus jamais je ferai ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le parti de contrôler, de un peu plus contrôler ma vie. Mais si j'avais pas eu ça, je pourrais pas en être où j'en suis aujourd'hui. Et je pense, c'est une mentalité, c'est quelque chose mais c'est comme tout, c'est comme tu parles de mental, c'est un truc que tu dois cultiver, tu dois toujours travailler dessus, tu vas te prendre des coups durs, en amour, comme en business, comme quoi que ce soit, et c'est qu'est-ce que tu fais de ça. Il faut pas avoir peur de prendre ses coups, quoi. Ouais, et nous renforce. Exactement. Et tu vois, j'ai un autre truc, c'est ce que je fais tout le temps en comparaison même dans mon travail, c'est qu'aujourd'hui on me voit donc voler, mon travail est léger, c'est beau, c'est quoi que ce soit. Ça permet de s'évader. Bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui partagent le ressenti qu'ils ont avec mon travail aujourd'hui. Mais quand tu regardes la dureté, c'est que je saute, m'éclate sur du béton, et je me relève. Et je le fais 20 fois de suite. Je saute, je m'éclate, je me relève. Je saute, je m'éclate, je relève. Et souvent, tu vois juste la belle photo, tu te dis, ah ouais, il a des followers, il a ci, il a machin. Mais ok, les gars, allez voir vraiment ce que c'est. C'est que ça fait 10 ans que je me jette sur du béton et que je me relève et je continue à le faire. Et des fois, je me suis éclaté les poignets, quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est une belle métaphore de vie, tu vois, de tomber, de se relever. Ouais, ça fait un peu mythe de Sisyphe quand même. La pierre qu'on va sans cesse essayer de monter alors qu'en fait elle nous retombe toujours dessus. C'est vrai, c'est une belle métaphore dans le sens où ça prouve qu'on n'a rien sans rien. Mais tu vois, ce que je me demande aussi par rapport à ça, c'est la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est que très tôt, tu vois, quand tu nous disais j'ai 30 likes plutôt que 15, c'est que tout de suite tu as eu ce rapport analytique à ton contenu. Pas forcément, je partage ce que j'aime et puis on voit. Tu as eu tout de suite ce rapport stratégique. Et à quel point, aujourd'hui, tu arrives à allier la stratégie au plaisir, justement ? Parce que moi, de l'extérieur, je me dis, ok, la photo du Supermat, ça a bien marché, et donc tu la répliques, mais à un moment, t'en as pas marre ?
Tu te dis pas, j'ai envie de faire autre chose? Oui et non, parce qu'en fait, l'opportunité que j'ai eue, déjà, ces photos, ça me faisait plaisir. Moi, c'était mon échappatoire à mon taf, tu vois, de faire des photos dans les airs et de faire des photoshoots, des collaborations. Et encore une fois, dans le but de danser pour Usher, tu vois. Donc, je m'étais dit, si j'ai plus de likes, plus de followers, peut-être en audition, j'aurai plus de chances d'être pris. Bon, c'était ma manière un peu stratégique, tu vois, de le faire, mais je prenais aussi du plaisir, tu vois, je faisais pas... Si tu te forçais pas à le faire. Ouais, et puis j'aimais, c'était ma routine, tu vois, c'était un peu mon sport, c'était mon échappatoire, et en fait, grâce à ça, aujourd'hui, ça m'a ouvert tellement de nouvelles portes, le fait d'être aujourd'hui suivi et d'avoir en fait créé ce personnage, enfin, ce concept autour de la lévitation du mouvement, de base, c'était des photos, tu vois, mon époque, c'était très street, c'était très figé, c'était très dur. Et puis, tout d'un coup, je commençais à un petit peu m'habiller, donc j'ai rajouté une touche un peu fashion. Puis, le fait d'ajouter une touche fashion, j'ai pu toucher un peu des marques dans la mode. J'aimais la mode, donc j'ai amené une nouvelle touche à mon travail. Le fait d'avoir des tenues plus légères, tout d'un coup, les photos, ça marchait moins bien. Et puis, j'ai commencé à faire des photos un peu plus légères, donc je trouvais ça vachement beau. Donc, en fait, c'est que des évolutions constantes du travail et de mon imagination. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de... C'est pas que photos sur Instagram, mais ce concept, il est dupliqué sur une exposition photo, puis sur une performance de danse, puis maintenant c'est pas que moi, c'est moi et d'autres danseurs, puis maintenant il y a de plus en plus de budget. À l'époque, voilà, c'était un pote photographe, puis après j'ai même acheté un trépied, je mettais ma caméra dessus, je courais, détonateur, je courais, je faisais mon saut et je chopais la photo. Et là j'ai fait un projet, j'ai 40 personnes pour m'aider à réaliser une vidéo et une photo, tu vois. Donc en fait c'est... Ouais, ça t'a ouvert des portes, ouais, ça ouvre c'est des un portes. moyen, encore une fois, pour arriver à une fin. Mais donc c'est quoi ta fin maintenant FIN, mais FIM aussi d'ailleurs, Ouais. parce qu'avant c'était de bosser pour Usher. Est-ce que tu as toujours ce rêve? Et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que maintenant, tu vois, tu crées toutes ces histoires? Alors, ce qui a été drôle, tu me fais penser, alors j'ai jamais lancé pour Usher, mais j'ai eu une belle réussite en tant que danseur, c'est que j'ai fait les MTV Music Awards. Trop bien. Avec Taylor Swift, Okay. qui quand même, je crois que j'ai fait à 2 ou 3 ans, qui était la plus grosse artiste au monde, plus grosse devant Beyoncé et tout, voilà. C'est pas forcément mon style de musique préféré, mais elle avait fait j'ai été pris sur ce projet et c'était génial parce que c'était une chanson qui parlait de la communauté LGBTQ. LGBTQI, pardon, voilà, parce que je sais qu'il y a plusieurs manières de le dire aussi. Et puis c'était un univers coloré, beau, joyeux, et qui m'a en fait permis, c'est bon, je suis sur scène, je suis retransmis devant des millions de personnes, je suis avec la plus grande artiste au monde, et c'était génial, j'ai adoré, et je l'ai vécu, je dis putain c'est cool, mais je pensais que ce serait différent, tu vois, je m'attendais à, tu sais quoi, je pense que j'ai envie d'être Taylor Swift en fait, parce que j'ai réussi à un peu vivre ce rêve. Alors demain si Usher m'appelle, tu vois, il me dit bon, pars en tournée avec moi, je réfléchirai vraiment, et je me dis parce que c'est un rêve d'enfant, je le ferai, mais je pense qu'aujourd'hui j'aurais plus de chances qu'Usher m'appelle pour faire des photos, faire une collaboration artistique, quelque chose, et je danserai aussi avec lui, plutôt que juste danser pour lui. Tu vois, c'est une nouvelle manière en fait d'atteindre peut-être ses buts, son but. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? En fait, c'est qu'importe. En fait, moi, depuis petit, j'aime créer. En fait, je réalise que j'aime être en mouvement, j'aime être entouré de gens créatifs, j'aime avoir un concept et une idée. J'aime rêver, j'aime imaginer quelque chose et j'aime le rendre possible. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent. J'en connais des copains. Je veux ci, je veux ça, je rêve de faire ci, mais tu vois, tu sais, si j'avais l'argent, si machin, je dis tout est possible à un moment donné. C'est comment tu arrives à le réaliser. Et ça, c'est à toi de te débrouiller pour le faire. Et c'est ça qui m'inspire, c'est parce que non seulement aujourd'hui, ça me motive, que j'aime continuer à rêver, et en plus, là, depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que ce que je fais a un impact sur les gens autour. Il y a des gens qui... Tu vois, je chante en France il y a 2 ans, là, je vois tes beaux tableaux, j'ai des gens qui achètent mes photos et les mettent chez eux, qui me disent je vois tes photos, ça me relaxe, ça me donne envie de voyager, il y a un côté qui me fascine, enfin il y a plein de choses. Et puis maintenant, voilà, j'en profite même à travers les réseaux sociaux de donner un peu des tips. Je commence à travailler avec des écoles. Donc, j'ai une école en France qui a monté une classe qui s'appelle CM2 Forget Math. Il y a une école je dois y aller, là, je crois que c'est à Strasbourg. Ils ont décidé de mélanger la classe de sport avec la classe d'art plastique pour créer un programme autour de mon univers. Donc, je me dis, maintenant, c'est même plus juste ce que je fais. Ça touche aussi d'autres gens et peut-être ça va faire rêver d'autres enfants qui vont aussi trouver une voie artistique ou pas, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi qui me pousse moi à continuer. Et puis en fait je suis toujours un grand gamin, tu vois, je m'amuse honnêtement. C'est dur mais je m'amuse. Alors pourquoi t'es rentré en France? Covid. En fait ça faisait 6 ans que je bossais dans Spin. Le Covid un peu accéléré plein de choses. Et on a décidé, on a dû fermer tous les clubs. Et moi à ce moment-là, peut-être 6 mois avant que je me suis mis sur TikTok et j'ai
explosé. Genre ma 5e vidéo, je fais 15 millions de vues. Et sur Insta, dis-toi qu'en 5 ans, il m'a fallu 30 000 followers. TikTok, en une semaine, 250 000. Oh putain. Et là, tout d'un coup, je fais « Ah, ok ». Et là, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire ce concept où je mettais les photos que je faisais, je mettais un making-of, et je les collais les unes les autres. Et ça a fait des millions et des millions de vues. Et donc, j'ai continué à surfer sur cette vague un peu pareil, de me dire « Là, tout d'un coup, j'ai de la visibilité. Là, tout d'un coup, j'ai vraiment un peu... Je peux raconter mon histoire, je peux me faire un peu connaître. Et je commence à avoir des marques, des projets et tout. Et puis, vu que ça fait 6 ans maintenant que j'étais à New York, les castings que je faisais il y a 6 ans, je les bookais pas, maintenant je les book, et je commençais presque à autant gagner d'argent solo qu'avec mon salaire. Et le Covid fait que j'avais un peu fait le tour de ma boîte, ça a accéléré les choses, et j'ai quitté Spin pour me dire je me consacre à 100% dans mon projet. Mais là je prends encore un risque, là je sors en période de Covid, moi j'ai un salaire, j'ai la chance que plein de gens sont licenciés, et moi je me dis j'ai un peu d'argent de côté, je me dis allez, je fais le grand saut, je saute, je me lance dans le milieu artistique tout seul, avec mes followers et ma petite plateforme qui j'espère va m'amener de nouveaux projets. Et j'ai bien fait parce que voilà. Mais ça, pour ça, tu te dis, je veux le faire en France. Non, en fait, Tu commences à New York. En fait, pendant le Covid, je suis à Los Angeles. Ok. En fait, je commence à buzzer à New York, mais en fait, je commence à faire des rendez-vous. Je me dis, bon, il faut que je quitte New York. En fait, je commence à faire mon projet. Je me dis, je vais aller à Los Angeles, qu'il y a beaucoup de TikTokers, il y a beaucoup de gens là-bas et tout. Il se passe quelque chose. Et puis, je connais Los Angeles et je vais voir des copains. Et j'arrive à Los Angeles 5 jours avant qu'ils annoncent le Covid. Et je devais rester 5 jours. Et en fait, je suis resté 6 mois. Et je me suis mis dans une maison à l'époque avec une ex et des copains et tout. Et en fait, je me suis mis à fond sur TikTok. Et là, je faisais 2-3 contenus par jour. Je balançais. Ça a pris. Et puis en fait, j'ai Lacoste qui m'a appelé pour un projet, qui m'ont dit, est-ce que tu veux pas revenir à Paris? C'était la première vague un peu passée, tu vois, c'était l'été. Là, c'est octobre. On dit, tu reviens à Paris pendant octobre. Et en fait, on aimerait que tu nous fasses une création, parce qu'on aime bien ton univers. Maintenant, je commence à être un peu suivi et tout. Et Lacoste, je les connais depuis longtemps. Mon père est ambassadeur et tout. Donc voilà. Et donc, je fais ce projet qui me ramène à Paris. Et je me dis, bon, c'est octobre, mon anniversaire c'est fin octobre, Noël arrive, je me dis, je vais rester 3 mois à Paris. New York, c'est mort en ce moment. Que Los Angeles, c'était cool, mais New York, c'était vraiment mort avec ce qui s'était passé. Avant, j'étais de Los Angeles, je suis revenu à New York peut-être 4-5 mois, j'ai continué à faire des petites collabs, des petits projets, etc. En solo, donc je trouve de l'argent aussi. Et je me dis, je reviens à Paris avec Lacoste. Je reste 3 mois. Et en fait, dans ces 3 mois-là, moi, je me dis, bon, janvier, je repars à New York, continuer ce que je fais. À Paris, je fais des petits projets sympas. Je travaille avec un groupe hôtelier de luxe, Evoque, qui m'engage pour faire un peu de création et de la danse et des projets. Et j'ai des petits trucs. Et j'ai entre autres un mec du Parisien qui me dit, je t'ai découvert sur Insta, j'aime bien ce que tu fais. Je m'ai écrit un petit article. Je lui dis, bon, super. L'article sort en janvier. L'article sort. J'ai Laurent Ruquier qui m'appelle. Qui me dit, voilà, on adore votre univers, Mathieu. On aimerait vous inviter sur le plateau de Laurent Ruquier. Je dis, ah, ok. Bon, je décale On n'est pas couché à l'époque? Non, on est en direct. On est en direct, c'était il y a 2 ans, on est en direct. Laurent, donc là, c'est en février. Donc je décale mon vol à fin février. Je me dis, je vais quand même faire Laurent Ruquier, ça peut être cool. Je fais Laurent Ruquier. J'ai TF1 qui m'appelle, M6, TV5 Monde. Et là, j'ai tous les médias qui m'appellent en l'espace de 2 semaines. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que peut vous interviewer, faire un reportage sur vous? On trouve votre univers intéressant, blablabla. Bon, ok, et je fais que décaler mon vol. Je me dis, bon, à un moment donné, je vais arrêter, j'annule mon vol complètement. Je me débrouille pour que mon coloc reprenne mon appartement, et puis même, pendant 1 an, j'ai continué à payer mon appartement. En fait, j'avais 2 loyers, et puis en fait, je suis resté par opportunité, parce que tout d'un coup, j'ai eu une presse incroyable, un nombre de personnes qui se sont intéressées à mon travail, des gens qui ont commencé à poser des questions, les marques qui ont commencé à me contacter, on aimerait bien faire une collaboration avec vous, faire ci, faire ça. Et je me suis dit, en fait, c'est vachement bien Paris. Finalement, Paris, c'est pas si mal. Il y a du business, je rencontre des gens super cool. Moi qui adore la mode, c'est génial. The place to be, ouais. Et en plus, tu vois, il y avait un peu... J'ai quitté Spin à un moment donné où je me disais, bon, je vais me concentrer à 100% dans mon travail, vraiment trouver un peu un sens artistique à ce que je fais, et voilà, vraiment vivre de ma passion. Et je trouve que le destin a bien fait les choses. Il m'a ramené à l'origine, aux roots, quoi, pour vraiment travailler dessus. Et donc je suis resté à Paris parce que voilà, là je sens que j'ai des très belles opportunités tu vois, artistiques et d'un point de vue business. Et en même temps, je travaille vraiment sur ce que je veux raconter, je cherche une vraie histoire à raconter et un vrai fond, quoi. Et en plus, j'ai rencontré ma chérie qui a été une autre grande raison de rester. Donc j'ai l'amour, j'ai le business, j'ai des gens, j'ai l'impression de faire du bien autour de moi. Donc écoute, Paris, c'est super cool. Mais t'inquiète, je suis parti faire un petit tour à New York, je suis parti faire un petit tour à Los Angeles. Et le fait d'être en France, ça permet de toucher maintenant c'est une nouvelle aventure. Voilà, ouais. J'ai l'impression que mon parcours américain, je l'ai fait. Et je me dis aujourd'hui, il vaut mieux que je continue à peaufiner ma marque, comme ta marque, tu vois. Voilà. Et une fois que j'aurai les bons partenaires, je sais exactement ce que je veux vendre, là, je le ramène aux États-Unis.
Et là, je reviens avec une vraie force de frappe. Et là, je peux faire x10 sur toutes les visions que j'ai. Je peux vraiment les faire en beaucoup plus grand. Parce que là-bas, c'est le truc, tout est possible. À l'époque, j'aurais pas pu. Donc tu as pour projet de revenir à un moment aux États-Unis? Oui, je pense. Mais après, est-ce que je serais basé là-bas ou est-ce que je serais basé à Paris? Je sais pas encore. Tu vois, là, je commence à avoir des projets. J'ai fait un très grand projet en Turquie. J'ai fait un voyage. Victoria était venue avec moi d'ailleurs. J'ai fait 3 expositions, dont j'ai exposé mes photos au musée d'Ankara. Là, je viens de finir une exposition à Istanbul. En Turquie, en ce moment, c'est un petit peu compliqué malheureusement. Mais voilà, c'est quand même un très très beau pays où il y a une vraie dynamique. Et Istanbul, je trouve, ça risque de devenir une des prochaines villes. Cosmopolite, mais avec une vraie énergie comme un New York ou Los Angeles et tout d'ici quelques années, vraiment. Donc c'était cool de pouvoir développer ce marché, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai énormément envie de partir en Asie parce que je sens que voilà, forger en Europe. Forger en Le Europe. jeu de mots direct. Le jeu de mots, voilà, forger en Europe, construit aux États-Unis. Et là, je me dis, évoluer. Il y a un truc qui m'intéresse avec l'Asie. On a la chance de partir un peu. On a quelques projets en Arabie Saoudite aussi. Il y a la Turquie. Enfin, Londres est pas loin. Et je me dis, il y a un hub ici créatif qui est incroyable. Tu vois. Et j'ai la chance d'être avec toi et de parler, de raconter mon histoire, de rencontrer des gens qui sont aussi passionnants en France, tu vois, vraiment. Pendant longtemps, j'ai eu un peu ce refus de dire « Ah, France, c'est pourri, c'est ci, c'est ça, les US, c'est tellement mieux. » Et tu vois, je sais que tu as reçu Gad Elmaleh. Gad Elmaleh m'a contacté quand je suis arrivé ici. Gad Elmaleh, je l'admire depuis petit. C'était comme un peu un cher pour moi. J'ai bossé avec lui. J'ai rencontré d'autres artistes incroyables avec qui j'ai aussi pu collaborer, réfléchir et à qui je suis en train de potentiellement faire des projets. Donc voilà, je reste dans cette créativité. Ouais, et tu saisis les opportunités. Ouais, et elles viennent un peu à moi, mais en même temps, j'ai pas peur d'aller les chercher, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous partager 2 ou 3 enseignements que tu retires de toutes ces années aux États-Unis, que peut-être les personnes qui n'ont pas la chance d'y être allées peuvent ressortir de ton expérience? C'est que le rêve américain existe vraiment, tu vois. C'est que je pense que tout est possible si tu t'en donnes les moyens et si t'as vraiment envie. Tu peux y arriver, tu peux trouver une manière. Je sais que c'est très cliché ce que je dis, mais c'est vraiment vrai, tu vois. Tu peux trouver des astuces là-bas, les gens n'ont pas peur. Tu peux autant être danseur que comédien, que chef, que entrepreneur. Au plus tu sais faire de choses, au plus tu vas les intéresser d'une certaine manière et au plus je pense que tu vas toi-même mieux te connaître. Tu vois, je pense que c'est vraiment une valeur, une qualité là-bas qui met énormément en avant. C'est pas juste parce que t'es le meilleur en maths, forcément avoir une super carrière là-dedans. Eux, ils aiment que tu sois bon en maths, mais ils veulent savoir que tu as un côté très tu as une belle communauté. Est-ce que tu es impliqué dans des projets caritatifs? Est-ce que tu es leader dans quelque chose? Tu vois, alors moi, c'est beaucoup plus les soft skills, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment un truc complet. Tu vois, c'est non seulement est-ce que tu es bon dans quelque chose, mais est-ce que tu sais t'entourer? Est-ce que tu sais parler aux gens? Est-ce que tu as envie d'aider les gens autour de toi, tu vois, c'est pour ça que le sport c'est vachement mis en avant, parce qu'il y a ce côté, tu vois, un peu leader, ce côté tu vas de l'avant, ce côté tu travailles en équipe aussi. Travailler en équipe c'est hyper important pour eux, je pense là-bas, parce que c'est à plusieurs qu'on va plus loin, il y a vraiment ça aussi. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est clair. Écoute, je vais te poser les quelques dernières questions de la fin. Déjà, si jamais tu pouvais nous recommander une ressource, que ce soit un livre, un film, même une photo, une expo, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent? Moi, le film, tu vois, qui m'a donné envie de danser, c'était You Got Served. C'était vraiment, je crois que c'est Street Dancers en français, mais c'est un film, je trouve, qui parle un peu du milieu des battles, de la danse et tout. Je trouve ça super. Qu'est-ce que j'ai d'un point de vue livre et tout. C'est un truc, c'est que je lis pas beaucoup, pour dire la vérité. C'est que je suis très, très visuel. Il y a un film, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais ça s'appelle The Perks of Being a Wallflower. Avec Emma Watson? C'est pas Le Monde de Charlie en français? Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est un film qui m'a énormément touché. Je trouve dans son honnêteté, dans sa sensibilité. Écoute, c'est top, on a déjà 2 belles recommandations de films. Ouais, 2 belles recommandations. Et après, je dirais, je peux faire un peu de promo ou pas? Bien sûr. Je peux dire mon expo qui arrive là du 1er au 4 juin à Paris. Je fais ma première expo en nom propre. Trop bien. Où je vais un peu. Ce sera à l'espace Comines, dans le Marais. Ok. Et en fait, c'est tout ce qu'on a parlé là. Je vais en fait créer un espace où j'ai envie d'inviter tous les gens à découvrir mon histoire, à partager un moment autour de la création, de la légèreté et de la danse, quoi. Donc, génial. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? Toi qui as rencontré plein de gens intéressants. Alors, je pense que je vais te faire plusieurs catégories. Je pense qu'il y a en athlète, je dirais Tsonga, très cool, mais Gaël Monfils, très bon copain à moi, qui est, je trouvais, un vrai artiste du tennis.
tu vois, qui a été très très fort, mais qui a fond sur les réseaux sociaux, qui adore être dans le partage, qui a une passion pour les montres, enfin tu sais, qui est vraiment très artistique, qui adore la musique et tout, et qui est un vrai showman du tennis, donc je pense que ça pourrait être bien, et qui a une histoire assez incroyable aussi. Artistiquement, parce que le street art a quand même été une partie intégrante de ma vie, je vais dire entre deux mecs, Cyril Congo, Homme Nguyen, qui sont un peu, je trouve, les deux mecs en ce moment du street art en France, qui ont une vraie vibe et qui, à chacun leur manière, sont hyper uniques. Et après, j'aimerais bien dire un athlète, un artiste, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Ça peut être quelqu'un, toi, que tu as envie de rencontrer, avec qui tu as envie de dîner. Encore très cliché, mais Pharrell Williams. Ok. Un Pharrell Williams. En plus, tu as la chance, Ouais. il vient d'être nommé à la tête de Louis Vuitton, donc peut-être qu'il va pouvoir venir sur ton podcast. Mais Ouais, c'est un on mec, sait je jamais, trouve, hyper ouais. inspirant parce que une vraie réussite à l'américaine. Hein. Il a pris un choix, il est parti à travers la musique et il a réussi à transgresser. Ouais, les catégories. il est passé c'est un dans. vrai Il est passé. C'est entrepreneur aujourd'hui. un vrai artiste entrepreneur, tu vois, qui est passé dans la mode, qui a un resto à Miami. Qui a un resto à Miami, qui a un hôtel, qui a une marque de produits de beauté, tu vois. Et je trouve ces success stories-là sont incroyables. Et j'espère un jour, tu vois, ressembler un petit peu à ce genre de personnage. Pharrell a détrôné Usher. Mais Pharrell, c'est différent. Je pense Usher, Usher, oui. Usher pour le showman, mais certes, bien sûr, mais j'en parle tellement que je l'oublie. Mais je trouve là sur un podcast pour oui. quelque chose qui est un peu plus proche. Usher, ouais, il faut que tu ailles le chercher à Las Vegas. En ce moment, il est dans sa résidence. Ok, non mais c'est vrai que je pense que Pharrell aurait peut-être plus de choses à dire. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Ne pas avoir peur d'essayer et d'échouer et de continuer à croire en ses rêves. Super. Bah, écoute, merci pour cette belle sagesse, Mathieu. Merci à toi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur tout ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Mon nom d'artiste, c'est Forget Math. Je vais pas expliquer pourquoi, mais parce que à l'époque d'Insta, je voulais un truc court et je trouvais que Forger, c'est mon nom de famille. Oui, et c'est Math, hyper voilà. logique. Hein, mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici, on m'a souvent dit ouais, c'est cool Forget Math, ça claque, il y a un petit truc, c'est différent et tout. Donc c'est Forget Math un peu partout, forgetmath.com, mes réseaux sociaux aussi. Et voilà. Super, je mettrai tout ça dans les notes avec les infos aussi sur ton expo. Et puis j'espère à très vite. À très vite, merci. Merci.